Bravo, c'est beaucoup mieux que les Rolling Stones, ça. Parce que... Qu'est-ce qu'a vu les Rolling Stones? Moi, j'y suis allé 2-3 fois, c'est honteux tellement Mick Jagger chante faux. Heureusement, les gars, il y a Keith Richards. 75 ans. Mick Jagger. Heureusement qu'il y a Keith Richards derrière. Le public vieillit aussi. Hein. C'est pour ça que j'y suis pas allé, je suis trop jeune. C'est le warm-up. Alors, cette semaine, Jérém Star est malade. Il a une grosse angine, une histoire qui lui est restée en travers de la gorge. C'est les amygdales, tout de même. En tous les cas, il nous a envoyé un message. On regarde. Bonjour à tous. Alors, c'est bien la première fois que j'ai une voix aussi virile. Je suis malheureusement dans l'incapacité d'être sur le plateau cette semaine. J'aurais vraiment aimé, être avec vous, mais voilà, mon corps dit merde. Et j'ai chopé une angine, donc c'est vrai que j'ai des amygdales semblables à des balles de tennis. Ça aurait été quand même dommage que je contamine Absatou, Raquel, enfin tout le monde. Voilà, mais pas de panique. Je serai présent la semaine prochaine. Mais c'est vrai que là, quand vous voyez la tronche de mes amygdales... C'est peut-être pas le meilleur moment pour venir faire de la télé. Oh non, le pauvre! On Alors, l'embrasse. est-ce que vous avez un message, Absatou? Moi, j'ai un message. J'ai regardé les amygdales. C'est de la simulation complète. Elles sont pas bonnes. J'y crois pas du tout. Docteur Goldnadel. Moi, j'ai un petit message, c'est que, entouré de ces deux-là, Jérém, tu vas vraiment me manquer. Thierry, j'ai une très très mauvaise nouvelle. Il est mort, il sera enterré lundi au Banana Café. Il y a un dress code, hein. Voilà, c'était le warm-up. On passe au terrien dimanche. Salut les terriens du dimanche. Avec nous ce soir, 7 super chroniqueurs. Il est végétarien, mais il dévore les politiques. Franz-Olivier Gisbert. Iron Girl, Natacha Polony. Alors, Natacha, qu'est-ce que vous avez préparé cette semaine? Alors, je me suis tout simplement promenée en bas de chez moi et vous allez voir, c'est très sympathique. Vous connaissez le film Ratatouille? Oui. Ah bah vous serez pas dépaysés. Ah, j'ai compris. Natacha, moi je reste attaché. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Elle est là, Raquel Garrido. Vous nous parlez de quoi cette semaine, Raquel? Du gaspillage alimentaire. Ah ouais. 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont jetés ou Ah ouais. perdus dans le monde par année. Rien qu'avec ce qu'on jette en Europe, on pourrait nourrir 1 milliard d'êtres humains, c'est-à-dire la totalité des êtres humains qui souffrent de malnutrition. Et en France, on n'est pas en reste, vu qu'une personne sur 10 en France a du mal à se nourrir, mais nous jetons quand même énormément. Donc, on va en parler. Antisocial, perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles William Goldnadel. Ça va? Ouais, très bien. Tout va bien? Oui, je me plains pas. Ce soir, vous avez rien à faire, là. Rien du tout. Pas de zone libre. Faites chier tout le Je monde, bulle, c'est tout, exactement. quoi. Juste pour faire chier. J'adore ça. Carrément méchant, jamais content. Non, je crois que... Non. Carrément méchant, jamais content. Attendez. Non, mais attendez. Je vous avais dit... Ça te va tellement bien. Je vous ai dit... Non, mais attendez. Je crois que vous n'arrivez pas à percevoir l'être qui se trouve sous cette écorce un peu rugueuse. Je suis un crooner. Je suis tout en délicatesse. Je veux smile et j'aurai Attends. smile. Avant la fin Attends. de l'année, peut-être. Thierry, version crooner.
Je suis carrément méchant, C'est déjà mieux. jamais content. C'est déjà mieux. Aussi comme ça, c'est pas mal. À l'âge où tu demandais un peu d'argent de poche à tes parents, elle avait déjà créé sa boîte. Absatoussi. Vous avez préparé quoi cette semaine? Cette semaine, je vous parle d'un sujet pas très gai. Je vous parle de cancer, de mastectomie, mais je vous parle aussi de deux femmes formidables. Vous allez voir, elles sont incroyables. Et Danse avec les stars, ça se passe comment? Eh ben écoute, tu m'as pas regardé encore une fois? Écoute, j'ai fait un foxtrot, Un fort non. j'ai fait un tango argentin. Oh non. Et là, c'est un Bollywood. On Et a mis le rassure-nous. Ah, c'est Bollywood. Pa, 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 pa. Alors, Jérém Star ne peut pas être avec nous ce soir. Paix à son âme. Ouais. Il est malade. C'est Monia Cachemire qui le remplace. C'est la chroniqueuse la plus élégante de la télévision, effectivement. Vous nous parlez de quoi cette semaine? Alors aujourd'hui, je vais parler de la passion de Gilles William et de Franz-Olivier Gisbert. Je vais parler du fantasme de la beurette. Ah, oui, de tout le monde. Et on a deux Français là avec nous qui m'ont parlé de leur fantasme. Oui, à ce propos, je voudrais rectifier un truc. Elle s'appelle pas Monica Cachemire, mais Farida Polystyrène à la base. C'est important de Arrête, je rectifier. vais garder ça entre nous. Cachemire. Non, Mathieu Madénian n'est pas viré. Il ne peut pas être avec nous ce soir. C'est Mustapha El Atrassi qui le remplace. C'est le grand remplacement, là. C'est le Mustapha El Atrassi, le seul arabe à avoir fait rire les États-Unis depuis le 11 septembre. C'est moi. Bravo, Mustapha. Merci. Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du dimanche, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. Et maintenant, les Terriens du dimanche se mettent dans la peau d'un patron de presse et France dans la peau de France. C'est la une de la semaine. Alors, quelle est votre une de la semaine? On commence avec vous, Natacha Polony. Vous l'avez forcément vu si vous êtes allé acheter un peu de beurre dans votre supermarché. Ça manquait, le beurre, l'argent du beurre. Pénurie. Pénurie de beurre. Mais oui, et vous savez pourquoi? Non. Ah bah c'est très Trop simple. de il y a- sodomie, peut-être, non? Chacun Non, parce que fait- j'ai vu qu'il y a les tangos à Paris. Bon. Chacun fait ce qu'il M'en veut avec son beurre. La question, c'est pourquoi, justement, on va être en panne non seulement de beurre, mais donc de sodomie. Donc, la question... On va redevenir sérieux. Les paysans se pendent, ils ferment leurs exploitations, donc on manque de lait et de beurre. Deuxième chose, les industriels, tout simplement, retiennent les stocks pour faire remonter les prix. Troisième élément, pendant des années, les médecins nous ont expliqué que le gras animal, c'était pas bon, c'était voilà, mauvais pour la santé. Acheter de la margarine que nous vendent les industriels, c'est tellement mieux, C'est etc. pas mieux. Voilà. On s'aperçoit enfin que le gras animal, c'est pas si mauvais. Du coup, les Américains, les Chinois veulent en consommer. Du coup, la demande augmente. Sauf que pendant ce temps-là, pendant 40 ans, eh bien, la FNSEA a expliqué aux paysans ce serait bien de cibler les races de vaches qui font du lait maigre. Donc, quand vous allez dans vos campagnes, vous voyez de la Primolstein. C'est quoi? C'est la vache noire et blanche, vous la voyez partout. En fait, elle vient du Danemark. Elle fait un lait très maigre, qui n'a pas beaucoup de gras. Donc, aujourd'hui, quand on a besoin d'augmenter la production de beurre, il faut du lait plus gras. On n'en a pas. Donc, si on augmente la production de beurre, on augmente la production de lait, les cours baissent. Donc, c'est une catastrophe. Et voilà. Et vous savez combien il y a de Primolstein, de vaches Primolstein en France? 2,5 millions. Avec les races assimilées, 4 millions. Combien il y a de mâles qui ont donné ces vaches? 16. 16 16. 16 mâles, ils font 2 millions de Voilà, vaches. c'est ça l'agriculture C'est des Antillais. moderne. Mais c'est des beaux mâles. Toutes ces raisons-là, qui sont des raisons en fait économiques, font que vous manquez de beurre aujourd'hui pour que certains puissent s'engraisser un petit peu plus. Ah, c'est bien, ce beurre s'engraisser, très bien. Thierry, excuse-moi, on me dit que le prix du beurre a augmenté, j'ai rien ressenti sur mon salaire. France, votre une de la semaine.
Bernard Tapie, le grand Ouais, combat. ah ouais. Bah, je travaille à la Provence, Ouais, bien dont sûr. Bernard Tapie est le propriétaire. On l'a vu peu cher. Voilà, on le voit là, il est dans un grand combat, un mauvais cancer de l'estomac. En même temps, c'est vrai que cet homme a toujours survécu à tout, c'est un guerrier, c'est un combattant. Là, il est allé à Bruxelles, au tribunal, pour se... Voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais peur de rien. J'ai envie de dire une chose sur lui, parce que je le vois, et je le vois par exemple en ce moment se battre, je l'aime. Voilà, Ouais. qu'est-ce que je veux dire? Il y a Mais une moi, je telle l'ai vu à la vitalité. télé cette semaine, c'est très émouvant. Il y a une telle vitalité, il y a une telle force chez lui, rien ne l'arrête. C'est pour ça qu'il va gagner. Oui, oui. Ben, j'ai pas... Voilà, bah oui. Parce que moi, qui ai eu mon petit cancer, comme plein de gens, et même mes cancers, je dirais, j'en peux plus de ce discours en permanence, c'est qu'on a un cancer, c'est fini. C'est pas vrai. Je dirais presque la vie commence. Il y a un cancer on va sur deux remettre qui se soigne différemment. maintenant. Ben, il y a des tas de cancers qui soignent, et son cancer se soigne. Bon, d'accord, très bien. Allez, on aime Tapie. Absatou, votre une de la semaine. On aime Tapie. Âme sensible, s'abstenir. J'ai vu passer cette photo sur les réseaux sociaux et évidemment, j'ai arrêté de rire. Waouh. Donc j'ai choisi effectivement le titre « Syrie, silence, on meurt ». Je vous parle de cette situation qui se passe dans la Ghouta orientale en Syrie où des enfants souffrent de malnutrition. Cette zone est bombardée par le régime de Bachar al-Assad depuis près de 4 ans. Les accès sont fortement limités, le prix de l'alimentation explose. Cette enfant, elle a un prénom, elle s'appelle Sahar Dovda, elle a 34 jours, elle pèse 1,9 kg. C'est absolument insoutenable. Je ne comprends pas qu'en 2017, des enfants sur notre terre puissent encore souffrir comme ça. C'est qu'il y a plus de 1500 gamins dans cette situation. Donc évidemment, on ne peut que se sentir concerné. Et les associations, elles râlent parce qu'elles n'arrivent pas à avoir accès justement à ces enfants. Les professionnels de santé n'arrivent pas à avoir accès à ces enfants pour les aider. Donc je voudrais relayer évidemment l'appel de l'UNICEF, un appel aux dons pour qu'ils puissent aider ces enfants. Et évidemment, le message de Juliette Touma qui dit « Nous réclamons un accès humanitaire. Il faut que les gens réagissent. Ces enfants sont nos enfants. » Donc, Raquel Garrido, votre une de la semaine, Raquel. Ma une de la semaine, c'est Tupperware, ferme ta boîte. Oui, c'est fermé, Tupperware. Depuis la rentrée, j'entends dire tous les jours à la télévision que dans ce pays, c'est trop difficile de licencier. Ouais. Et c'est ce qui justifierait qu'on change les lois, qu'on refasse encore des ordonnances. C'est pas que ça soit difficile, c'est que c'est cher. Mais là, on a 235 suppressions de postes comme ça. C'est pas si difficile de licencier, tu auras une belle surprise la semaine prochaine. Non, Par exemple, ce serait très facile de me virer aussi. 235 suppressions d'emplois, c'est une entreprise américaine qui a fait 2 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, 225 millions de dollars de bénéfices nets, qui a 4 usines en Europe, qui a certes une baisse de vente de ses produits en Europe, mais ils auraient pu répartir la baisse sur les 4 usines européennes. Ils ont décidé de fermer la boîte française. Et ce qui m'a frappée dans cette affaire, moi je suis passée à jouer les tours, donc là où il y a l'usine lundi, c'est que les salariés sont tétanisés. Ils sont là pour la plupart depuis 30 ans à peu près. Et ils ont du mal à parler tellement qu'ils sont tétanisés. Donc moi je leur dis, on est là pour vous. Si vous voulez témoigner, franchement, appelez-nous. Dans cette émission, on est là pour parler de situations comme la vôtre. Et il y a une petite adresse qui va s'afficher Magie sous... de la télévision, ça s'écrit en bas. Voilà, on est là pour en parler. Très bien. Franck. J'adore entendre Raquel défendre les entreprises américaines. Bon, simplement, il y a un problème, c'est que l'économie, ça évolue beaucoup, et qu'aujourd'hui, il y a un problème, c'est-à-dire Tupperware ne s'est pas assez adapté. C'est un truc, moi, je me souviens de ma mère, quand ces trucs sont arrivés, il y en avait partout dans les frigidaires. Aujourd'hui, dans les réfrigérateurs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres boîtes, et qui marchent très bien, des trucs sous vide, incroyables, à commencer par une belle boîte française, que la France Insoumise pourrait défendre, qui est Duralex, et puis il y a des boîtes allemandes, et puis il y a Vidi, etc. Écoutez, j'ai mis des abricots dans une de ces boîtes. Début septembre, ils sont toujours, quand on ouvre la boîte, ils sont tels quels. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui... Et c'est de la technologie française. Ça leur apprendra le produit en France. Vive la France! Vive les abricots! C'est produit en France par des salariés français. Cette usine est là depuis 40 évidemment, ans. on est avec eux, et évidemment. c'est une Mais je suis avec opération. eux aussi, Et ne sous-estimez pas le fait que c'est aussi une opération boursière, puisque depuis l'annonce de ces licenciements, évidemment, le cours du stock de l'action Tupperware au New York Stock Exchange, évidemment, c'est apprécié. Mais attendez, ce que nous disent les salariés, ils l'ont observé. Ils auraient pu répartir la charge entre les usines au Portugal, en Belgique, Raquel. en France
Et en Ils Grèce... raisonnent pas comme ça, les mecs. mais non. Ils sont pas gentils, hein, tu sais. Et c'est C'est juste pas des gentils, Raquel. Bah, je le sais que c'est pas des gentils, donc il Ils faut sont se pas battre. comme vous. Et c'est une boîte qui gagne de l'argent. Gilles William, votre une de la semaine. Cette semaine, c'est sur MeToo et ça sera sans moi. Est-ce que, Gilles, excusez-moi, je voudrais préciser pour ma mère, maman, MeToo, c'est la version américaine de Balance ton porc. Oui, et pour ma mère, balance ton halouf. C'est bien que chaque maman soit... C'est dans la foulée de Balance ton porc, Ah mais oui. maintenant, c'est plus l'hystérie électronique, c'est dans la rue. Ah ouais. Ça sera sans moi. Ça sera sans moi d'abord parce que moi, à Paris, je ne veux pas vivre à l'heure américaine. On ne se rend pas compte de l'américanisation complète culturelle et médiatique en France. Là, on a sauté un palier. Hein. Ouais. En septembre, on avait droit à Charlottesville, on balance les statues. 15 jours après, on veut casser la statue de Colbert et du Gommier. En octobre, il y a Weinstein qui fait ses saloperies. 15 jours après, ça arrive en France dans le cadre de la manifestation. Et ce qui est très bizarre, c'est que ce sont les pires détracteurs de l'impérialisme américain qui acceptent d'être les victimes consentantes de cette Le américanisation. puritanisme américain. Ah bah oui, parce que ça les arrange. Deuxièmement, ça sera sans moi parce que je vois que maintenant l'extrême gauche féministe a pris le train en marche. Or, ce sont des gens qui devraient se mettre sous terre au lieu de la ramener. Weinstein, en Amérique, Hollywood, le camp du bien, c'est tous des gens de gauche. En France, l'affaire Baupin. C'est quoi l'affaire Baupin? C'est les écolos gauchistes qui connaissent l'hyperactivisme de M. Baupin et qui, pendant plusieurs années, l'ont complètement bouclé. Et là, on la ramène sans Alors, aucun Ça n'a complexe. rien à voir avec la Excusez-moi, gauche ou la Je n'ai droite. pas terminé. Dernièrement, en plus, pourquoi ça sera sans moi? Parce qu'on ne veut pas de moi, figurez-vous. Il faut que je vous lise ce que dit la journaliste Carole Galland. Il n'y aurait pas de problème si l'homme n'existait pas. Il n'est pas facile pour certaines femmes victimes d'agression de manifester aux côtés des hommes. C'est pourquoi, dans les parcours de la manif, certaines zones sont réservées à ces femmes. Ça, c'est la toute dernière. De la même manière que les indigènes de la République font des camps interdits en blanc, maintenant on fait des manifs interdites aux hommes. Pourquoi voulez-vous que je bouge? Moi, je suis un hétérosexuel mâle blanc. Je suis ni mieux ni moins bien qu'un autre. C'est ça, le problème. Mais si on me dit Ah que- oui. si on m'explique que la honte et la peur ont changé de camp, et si maintenant les gens qui n'ont rien fait doivent avoir honte et peur, je vois pas où est le progrès. Ça n'a rien à voir avec la gauche ou la droite, ça a à voir avec la bêtise ou pas. Quand moi, j'étais contre le hashtag Balance ton porc. Je me rends compte quand même que ça a permis à des gens comme M. Roson, par exemple, de démissionner et parce qu'il y avait de la pression, Absatou. effectivement, de partir. Absatou, Oui. on vous draguera plus et vous allez pleurer. Non, attention. Vous allez pleurer. Attention. Mais nous, on va vous Attends, je vais draguer. répondre. Si vous voulez, essayez. Thierry, d'abord, il ne s'agit pas d'accepter ou pas d'être dragué quand c'est fait correctement. C'est pas une question de drague, mais quand il dit... Alors, laissez-moi répondre. Laissez-la parler. Non, Non. mais là, ce qu'il faut. Quand tu dis que ça n'a rien à voir avec Non. Balance ton porc, Non. si, ça a à voir avec Balance ton porc, parce que s'il n'y avait pas eu le Balance ton porc, Gilbert Rozon n'aurait pas démissionné. Mais si, non, Gilbert non, Rozon, rien à voir. il a été balancé en arrêtez. 94. Mais arrêtez, bravo. Moi, je suis scandalisé. François-Olivier Je Gisbert. suis scandalisé par ce qu'Absatou si a dit. Et je suis pas toujours C'est pas vraiment grave, tu vas scandalisé pas en parce que- mourir, Mais ne non, t'inquiète pas. non, c'est scandaleux. Tu sais pourquoi? Parce que là, lui il dit une américanisation de la société. Moi, je dirais pas ça. C'est plutôt retour aux années 40, délation, etc. La justice, ça ne se fait pas sur Twitter. Et c'est pas vrai l'histoire Roson. C'est très bien que c'est pas sur Twitter que ça a commencé. Non, C'est-à-dire bien sûr que aujourd'hui, Tout le monde c'est était au n'importe courant, quoi. personne n'a bougé. Société de Tout le monde était au délation. courant. Société de délation. Bien sûr. Il faut qu'on soit. Raquel Garrido. Regardez-vous, mais écoutez-vous. Je vous ai annoncé il y a 5 minutes 235 suppressions de postes, vous m'avez mis de la musique comme ça, et là vous hurlez, mais comme des putois, parce qu'on touche à la jante masculine et à son droit de cuissage. Merde. C'est pas un droit de C'est ça que cuissage. vous êtes en train de C'est faire. un droit de dragage. Me too, attention. Raquel, il y a une différence entre... François Olivier Gisbert a dit quelque chose qui peut sonner juste, mais qui en fait est faux. C'est l'idée selon laquelle ces situations ne se règlent pas en ligne, elles se régleraient en justice. Mais en fait, non. Parce qu'il y a des situations qui, par exemple, le harcèlement pourrait être caractérisé, là les avocats, on pourrait vous le dire, il faut que ce soit répété.
Donc, par exemple, le frotteur qui est venu contre vous dans le métro et qui l'a fait une fois, Ça va, eh bien, en j'étais fait, ce bourré. n'est pas illégal. On va en parler tout à l'heure. Tout de suite. Avec la caméra cachée de Walid Afkir. Maintenant, on passe à Monia Cachemire. Oui. Votre une de la semaine, Monia. Alors moi j'ai envie de dire Bordeaux, tête de veau. À cause de ce Parisien bashing qu'il y a à Bordeaux, finalement les Parisiens, on est devenus les nouveaux boucs émissaires. On nous accable de tous les problèmes à Bordeaux. Alors soi-disant, on fait augmenter le prix de l'immobilier, on créerait des bouchons, parce qu'on a inauguré en juillet la ligne de TGV Paris-Bordeaux et maintenant le sud-ouest est à 2h30. Bordelais, tête de niais, la guerre est déclarée. Mais oui, parce que... Non, mais parce que vraiment, ça m'énerve. C'est que maintenant, quand on se promène à Bordeaux, on peut lire, on peut voir des panneaux partout et des autocollants où c'est écrit « Parisien, rentre chez toi ». Bordeaux, En fait, en gros, ça veut Bordeaux, dire que... on t'encule. Non, mais sérieusement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, à Bordeaux, quand on se promène à Bordeaux, il y a des panneaux, c'est écrit « Parisien, rentre chez toi ». Ça veut dire quoi? Que le Parisien, c'est devenu le nouvel arabe. Alain Juppé a déclaré qu'il était Oui, contre ça. d'accord. Mais ce que je veux dire, à certains Bordelais, ne vous inquiétez pas, les Parisiens ne sont pas là pour vous piquer votre chocolatine dans votre cours de récré. Vous êtes bien contents qu'on soit là en vacances pour dépenser de notre thune, mais quand on veut venir, vous êtes contre nous. Ben ouais. Et maintenant, mesdames, messieurs, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies et inversement, c'est fake no fake. Alors, les chroniqueurs vont-ils battre la prod une nouvelle fois? Le sujet de ce soir. Après la libération de Raqqa, les Kurdes y ont découvert un club libertin clandestin. J'espère que c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Alors voilà, vrai ou faux, fake no fake, on regarde. Dans les ruines de la ville, les libérateurs de Raqqa découvrent les traces laissées par le groupe État islamique. Voici ce qu'il reste de l'un de leurs principaux bureaux. Le matériel vidéo est presque intact. C'est ici que Daesh organisait sa propagande. C'est un point presse qui appartenait à Daesh. Ils filmaient, ils avaient des clips vidéo et des magazines. Il y avait un grand écran pour montrer des films et des choses religieuses à la population. C'est comme ça qu'ils faisaient les choses. Dans un autre secteur de la ville, les combattants kurdes et syriens montrent à la presse une autre découverte. Dans la cave de cette maison, les militaires ont trouvé un passage secret dissimulé sous une armoire et au fond du souterrain, un réseau de salles à l'atmosphère inquiétante. Des cages, des chaînes et des dizaines d'installations à caractère sexuel, inimaginables pour ces soldats. Nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait d'une salle de torture, mais nous avons trouvé des magazines pornographiques et même des préservatifs. Je ne sais pas exactement ce qui se déroulait ici, mais ça montre l'hypocrisie et la perversité de ces djihadistes. Une semaine après la libération de Raqqa, les forces kurdes et syriennes continuent de ratisser la ville. Une opération délicate dans des quartiers entièrement minés, mais qui pourrait lever le voile sur d'autres secrets du groupe islamiste. Alors, un club libertin clandestin à Raqqa, vrai ou faux, François-Olivier Gisbert? Je veux dire, même si ce sujet est faux, de toute façon, c'est vrai. Puisque on a lu des livres avec des filles qui racontaient leurs expériences. Il y avait un nombre de malades sexuels considérable chez Daesh. Donc, évidemment, c'est tout à fait possible, et moi, je crois que c'est vrai. Moi, je me dis que d'abord, c'est de la triche parce qu'ils parlent en arabe et que Monia, elle comprend l'arabe. Ils n'ont pas dit Hamdoullah ni kebab. J'ai pas dit. Ils parlent kurde, je crois. Mais non, mais moi, je dirais que c'est vrai parce que ces extrémistes sont souvent assez pervers. On sait qu'ils violent à tour de bras, donc ça ne m'étonnerait pas. J'ai tendance à penser que c'est faux. J'ai tendance à penser que la production a voulu faire un effort exceptionnel cette semaine. La production. Et donc, je n'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai trop d'antipathie pour ces gens-là pour penser qu'ils aient ce genre de fantasmagorie. Donc c'est une opinion politique, c'est pas oui, une analyse rationnelle. Non, non, c'est... Écoute, tu voudras bien me laisser à mon intuition. Ça t'embête que j'ai raison, c'est faux. C'est les chaînes que t'as pas aimées? Moi, je pense qu'il connaît tellement les clubs libertins Je n'y qu'il crois sait pas que ça du tout. ressemble pas à ça. Voilà. Je n'y crois pas du tout. Tu sais, J'accepte ton explication. Tu connais bien et donc Si tu t'as sais que ça perdu, ressemble pas à ça, c'est ça? Tu t'es converti à l'islam? Là, vous allez trop loin. Raquel.
Écoute, je pense que c'est faux. Si c'était vrai, ça me donnerait quand même confiance en l'humanité quand même, parce que c'est pas en fait des chambres de violeurs là, c'est du libertinage. Donc au contraire, ça donnerait à penser qu'il y a quelque chose qui reste de désir de la vie. Voilà, la France insoumise rejoint mon analyse. Ouais, c'est ça. Hein? Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que rechercher le plaisir sexuel, c'est une aspiration à quelque chose de positif. Et ça me ferait quasiment plaisir, sans jeu de mots, que ce soit vrai, mais je pense que c'est... Tu crois vraiment que les femmes là-bas donnaient leur Non, bien sûr que non. Mais qui te parle de femmes? Ils ont le droit de le faire aussi entre hommes. On parle du principe de libertinage. C'est ça dont on parle. C'est la question qui est posée. C'est ça. Moi, je pense que certes, il y a eu beaucoup d'esclaves sexuels à Raqqa. J'ai beau être à contre-courant, je pense que c'est faux. Vu mon expérience, vu les ruines, c'est impossible que des sièges SM en latex soient aussi propres. Ouais. Bon. Donc c'est faux. Les deux images sont fausses. Natacha? Oui, le sujet est faux. Voilà. Après, sur le fond, qu'il y ait eu en effet des exploitations sexuelles, qu'il y ait des faux mariages pour permettre à des hommes de violer, c'est vrai. Là, en l'occurrence, c'est faux. Voilà. Ouais, ça l'embête. C'est faux. Oui, c'est embêtant. Ça l'embête, hein, il en est malade. Ouais. Allez, dis-le-nous. Ah non, mais ça, qu'ils violent, qu'ils soient tordus, qu'ils habillent leur perversion sous des mariages, oui. Mais ça, c'est faux. Alors? C'est faux. Alors pour le coup, moi j'ai l'info, c'est vrai. Après, diffuse tout sur Jackie Mahmoud. Tout nouveau site, très sympa. N'hésitez pas. Alors? Ben c'est vrai. Mais j'ai raison. Mais pourquoi quand je gagne, il n'y a pas de cadeau? Ah bah moi aussi. Quand je gagne, il n'y a pas de cadeau. Non, le sujet là est vrai, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment trouvé le siège en cuir. Bah oui, c'est des enfoirés. Non, en fait, c'est faux, bravo. Vous avez baisé la production. Merde! Merde, merde! Merde! Bon. Thierry, en revanche, on me dit que, autre info, il y a une crèche au Vatican. Oui, ça c'est vrai en revanche. Alors les terriens du dimanche sont maintenant carte blanche. On passe en zone libre. Alors d'après une étude, les beurettes sont le fantasme numéro 1 des Français. Entre stéréotypes et réalité, Monia Cachemire nous prouve que les beurettes ne comptent pas pour du beurre. Alors Monia, c'est quoi cette histoire? Mais oui, d'après une étude qui a été publiée sur The Economist, qui répertoriait les fantasmes sexuels selon les pays, la beurette arrive en top recherche. Mais c'est faux. Si, mais toi tu ne recherches pas, parce que tu vas trouver ta sœur. Mais... Bravo! Bravo, bah ça y est, hein. Merci. Bravo. Ah, comment elle l'a... Se faire défoncer par une remplaçante, c'est très humiliant. Ah, ils s'épargnent pas entre eux. Ils se font pas de cadeaux. Ouais, ils se font pas de cadeaux. Bon, Monia, là, vas-y. Bim. Non, moi, c'est celui qui dit qui est. Monia, non, moi, ce qui m'a intéressé... reviens, Mustapha, t'es pas si nul. Bon, Monia, la beurette est le fantasme numéro 1 des Français, c'est vrai. Oui, absolument. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir comment est-ce que ce mot qui est né lors d'un mouvement politique, historique et social, à savoir la marche des beurs de 1983, comment ce mot est devenu un onglet sur les sites pornographiques. Moi-même, je suis victime du hashtag beurette sur les réseaux sociaux, on me traite de beurette. Donc, je voulais comprendre ce que c'était beurette en 2017, aujourd'hui. Et après, je pense que Moustapha, t'as tout le sujet pour me vanner. On regarde. Alors, on connaissait le fantasme de l'hôtesse de l'air, le fantasme de l'infirmière, mais depuis quelques années, on assiste à la naissance d'un nouveau fantasme, celui de la beurette. Alors, c'est quoi une beurette? Enquête sur l'odalisque de cette génération 2.0. Alors, c'est quoi une beurette? Une beurette, c'est une fille qui veut se faire remarquer, qui met des fringues choquantes ou du maquillage, beaucoup de maquillage pour se faire remarquer, qui crie tout le temps. Gros cul, gros sein. Quelqu'un qui se maquille beaucoup. Mais que c'est vraiment visible parce qu'il y a des... Est-ce que toi t'es une beurette vu que tu te maquilles beaucoup, c'est visible? Quelqu'un qui a le teint orange, qui laisse des traces de fond de teint sur les t-shirts à Zara, quoi. Qui a le teint orange? Ouais. Alors Donald Trump, c'est une beurette?
Beurette de luxe. Est-ce que moi je suis une beurette pour toi? Bah non, en fait, je te connais pas trop, j'étais juste à la télé vite fait. D'accord, ok. Donc en fait, il faut que tu connaisses le passé des gens pour dire. Nabila, c'est une beurette par exemple. D'accord, Nabila, c'est une beurette. Ah Ok. ouais. Et sur Google, la beurette, c'est quoi? Sur Internet. Si on tape beurette sur internet? Ouais. Ah, il a trouvé le terme facilement, ça veut dire que tu googlises tout le temps beurette? Non, mais voilà, vidéo X gratuit. Ouais. Ouais, c'est que des sites porno en fait. Quand on tape le mot beurette sur Google, on ne tombe que sur des sites pornographiques. D'ailleurs, d'après une récente étude publiée sur The Economist, répertoriant les fantasmes selon les pays, le mot beurette arrive en top recherche pour la France. Alors ma question est, comment est-ce qu'un mot qui est né lors d'un mouvement politique, à savoir la marche des beurs, est devenu aujourd'hui un onglet sur les sites pornographiques ou encore une catégorie de produits dans les sex shops? Vous avez quoi en beurette? Je sais même pas si m'en reste. Beurette cougar, ouais. Beurette cougar? Ah ouais, beurette cougar. Ouais. Vous avez quoi d'autre? Ah, la France black blanc beurre. Ah quand même, la beurette est une cochonne. Ça part bien ou pas? Ça part. Ouais, Ça ouais. part, ouais. Ouais. Ça fonctionne bien la beurette. Hein. Ça fonctionne mieux que la black ou pas? Ouais. 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 Merci, c'est gentil. Merci. Au revoir. Alors aujourd'hui, on rencontre Constantin, un vrai amateur de beurette sur Internet qui a souhaité rester anonymat. Bonjour Constantin. Bonjour. Alors pourquoi toi tu cliquerais plus sur beurette? Qu'est-ce qui t'exciterait? Ce qui m'excite, c'est qu'on y voit des femmes donc musulmanes qui font du sexe et donc c'est excitant dans le sens où elles transgressent leur religion puisqu'elles devraient normalement rester vierges jusqu'au mariage. Donc c'est ce que je trouve excitant dans le sexe. Et en quoi le sexe est plus transgressif quand tu cliques beurette? Qu'est-ce qu'elles font de plus que les autres dans les onglets porno? Et du coup, pour pouvoir rester vierge jusqu'au mariage, elles accèdent plus facilement à la sodomie. C'est quelque chose de plus cru, puis moi c'est ce que je kiffe donc. Et c'est ça qui va plus m'exciter dans ce genre de film. Alors d'où vient ce fantasme de la beurette? Comment ce mot a-t-il autant évolué? On va poser toutes ces questions à Karima Ramdani, docteur en sciences politiques. Bonjour Karima. Bonjour. Alors Karima Ramdani, se faire traiter de beurette, est-ce que c'est un compliment ou une insulte? Aujourd'hui, c'est plus perçu comme une insulte parce que beurette, c'est plutôt un synonyme de prostituée, pour le dire. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et comment ce mot a-t-il évolué? Comment on est passé d'un mot qui vient de la marche des beurs à aujourd'hui un mot qui veut dire prostituée, qui veut dire pute, ou bien qui a un onglet sur un site pornographique? Il y a une histoire coloniale derrière tout ça, c'est-à-dire que la beurette aujourd'hui, ça représente ce qui existait déjà à l'époque coloniale, qui était la mauresque. Donc c'était la représentation des femmes d'Afrique du Nord au sein nu, etc., qu'on avait notamment sur les cartes postales. C'est juste une image qui a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, disons qu'elle s'appelle beurette, comme à l'époque on appelait ça la mauresque. Merci. Et voilà. Bravo Monia. Donc ça vient de l'histoire coloniale en fait. Oui, en fait, je voudrais même dire que le fantasme sexuel d'un pays peut en dire long sur ses rapports sociaux, en fait. Ouais. En fait, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, alors que politiquement, notre pays a hésité entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, comment est-ce qu'une majorité de la population a dû jouir anonymement sur beurette, sur les réseaux sociaux et sur Internet. Vous savez, moi, la beurette, c'est une thématique qui me passionne parce que je suis en train de terminer un documentaire dessus, donc je suis une pro de la beurette. Et j'en suis même à me demander si la génération 2.0 ne gère pas le passé colonialiste de son pays juste en se masturbant derrière son ordinateur. Oui, enfin bon. Parce que vous savez, les Anglais... Laisse-moi terminer, après tu géreras. En fait, même les Anglais ont ce problème-là, parce qu'en fait, par exemple, le fantasme des Anglais, c'est les Brasians, à savoir les British Asians, les Anglaises d'origine anglaise et indienne. Donc oui, il y a un lien entre fantasme et colonie. Et en fait, je vais même aller loin, je vais presque me demander si finalement les sites pornographiques ne font pas mieux leur devoir de mémoire que les manuels d'histoire, parce que finalement, c'est tabou en histoire, mais ça ne l'est pas avec la masturbation. Une sociologue, Monia. Oui, bien sûr. Une sociologue, Angine William. Est-ce que vous êtes dans le fantasme de la beurette? Ah non, moi je suis pour le grand remplacement féminin. Ah ouais, moi aussi. Ça c'est sûr. Je ne souscris pas véritablement à l'explication sociologique de notre ami qui voudrait que ça soit encore la faute de ces enculés de blancs. Mais c'est pas si on ça donne, qu'on dit. si on donne une... D'abord, elles sont belles. Moi, sur les sites porno, je tape bretonne. Hein. D'abord. Chacun son...
D'abord, elles sont belles. Il est possible que le type, là, qui est pas con, qui explique qu'il y a le plaisir de la transgression, on a le droit quand même de donner des explications sur la libido des gens. On va toujours ailleurs, de toute façon, la sexualité, on essaye de voir l'inverse, parce que Mustapha, Il tape bretonne. sur les bretonnes, mais je veux dire, on est tous pareils. Tipiac, j'ai tapé une fois Tipiac. Toi, le mâle blanc, tu vas aller regarder du côté de l'Afrique, du côté de la Russie, du côté de tout ce qui n'est pas toi. Et c'est ça. Et d'ailleurs, quand tu parlais très bien d'ailleurs des beurettes, moi j'entendais une cagole. La cagole marseillaise, c'est à peu près la même histoire. mais c'est ça, C'est-à-dire c'est la bimbo du on bitume. on va toujours ailleurs. Parce que ce mouvement, il a commencé même avant la colonisation, avec les fantasmes sur l'Orient, qui commencent déjà vers la fin du XVIIIe siècle. Oui, tu peux pas tout ramener toujours au colonialisme. Moi, je pense malheureusement, que... si, c'est un rouleau de colonialisme. Natacha Polony. Ce qui est, je trouve, extrêmement frappant dans ce reportage, c'est d'abord l'inculture absolue des gamins qui ne savent pas ce que signifie ce terme beurette et qui, du coup, l'associent en effet à cagole, tout simplement. Ça ne veut plus rien dire. bimbo, Les mots même, n'ont plus de tu vois, sens. c'est Ouais, voilà, bimbo c'est et une puis, bimbo. hein. Ouais. Deuxièmement, en effet, il y a la mémoire de l'orientalisme, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée de transgression. C'est-à-dire que dans la sexualité, il y a une forme de transgression et ils perçoivent la beurette, la musulmane en fait, comme celle qui devrait être un petit peu plus rigoriste que la blanche qui de toute façon est dépravée, etc. Donc en fait, ils sont Pas dans tous dépravé les à un moment clichés. où le sexe est complètement dévalué Non, mais parce c'est qu'il n'y a ça, plus mais le par goût de contre, l'interdit. Ils sont dans tous Voilà. les clichés. La bandaison est de plus tous difficile. de tous les intégristes, quels qu'ils soient, qui considèrent qu'une femme qui est un peu libre et de toute façon une dépravée, elle n'est pas intéressante. Et ce qu'il faut, c'est la fille qui justement est très rigoureuse et qu'on va être le seul à pervertir. Et voilà. C'est extraordinaire sur les fantasmes masculins. Raquel Garrido, pour finir. Ouais, moi, je suis fascinée de comment ce mot, finalement, il sort de son ghetto parce qu'il désigne aujourd'hui des gamines qui ne sont pas maghrébines. Chez les adolescents, aujourd'hui, dire t'es une beurette, ça ne veut pas du tout des dire Françaises blanches qui sont absolument comme des beurettes. Voilà, en fonction de comment elles sont habillées, maquillées, etc. Mais derrière ça, il y a quand même un regard extrêmement péjoratif qui est effectivement le regard colonial. Enfin, je veux dire, il faut lire C'est Pascal reparti. Blanchard, la C'est tradition reparti. coloniale, tout ça. C'est reparti. C'est lapide. Et maintenant, il est l'heure du Qui suis-je ? Rebelle, David Bowie, voilà. Et voilà, alors, Franck, c'est vous qui inaugurez ce nouveau jeu. Le principe, sur votre front, se trouve la photo d'une personnalité. Vous posez des questions pour savoir qui c'est. Attention, c'est chronométré. Très ressemblant. Hein. Top départ. Une femme? Oui. Ah ouais. Et quel âge? Une vieille? Oui. C'est relatif, ça. Il Que faut- je connaîtrais? Oui. Probablement. Ah oui, probablement. Ça veut dire une Française. Oui. Elle est dans quel boulot? Journaliste? Non. Star? Non. Elle est dans le star, business, là, comme ça? Dans le truc? Et dans l'émission? Non. Il n'y a pas de vieille dans l'émission. Ça dépend comment on compte. Après... non, excusez-moi. Grossier Non, mais Mustapha, il fait pas le boulot, alors je fais des vannes de temps en temps. Le chrono avance. Vas-y. Pardon, alors... elle sort un film récemment? Elle a sorti un film récemment? Non. Elle chante? Non. Vaut mieux pas. Pourquoi vaut mieux pas? Ne dis rien. On a dit oui Oui ou non, c'est pas, oui c'est ou pas non. compliqué comme jeu. Donc, je peux donner des noms. L'hydrono? Non. Ah, parce que Il a le droit à combien de réponses nominales Fais des métiers, fais des Des fonctions, métiers, on va faire des fonctions, métiers. Mais ne Allez. l'aide pas. Une politicienne? Oui. Ah oui. Roselyne Bachelot? Non. Mais ce genre-là? À droite? Ouais. Ah oui, à droite. Il y a un tournis vite parce qu'on est bientôt lundi, là. Ils m'ont foutu Nadine Morano? Non. Mais ce genre-là, un peu? Ouais. Ah ouais, d'accord. Il reste Marine Le une Pen? minute. Une minute, non, ça va. Attends, Il reste on une va se minute. calmer, Dépêche-toi, pose on des va se questions. calmer. Une minute. On va se calmer. Valérie Pécresse? Non. Mais elle est de ce genre, plutôt Nadine Morano ou plutôt Valérie Pécresse? Plutôt Nadine Valérie, Morano. c'est Ah non. Ça a raison, ok, autant. Non, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Marion Maréchal Le C'est Pen. incroyable. Elle est aux Républicains? Non. Non. Ah, elle est chez les socialistes? Non. Elle est chez Macron? Non. Non. C'est une bombe Ah ouais, où est-ce sexuelle. qu'elle est? Elle est chez...
Non. Elle n'est pas aux Insoumis, elle n'est pas à gauche. Non. Elle n'est pas à droite. Si. Si. Ah, elle est à droite. Ah, de ouf. Alors, à droite, Boutin. Oui. Bravo. Christine Boutin. Ah, il l'a fait dans les temps. Évidemment. Bravo, juste à temps. Juste à Que temps. vous mettiez Boutin, franchement, non. Non. J'aurais pu mettre... Non, vous auriez pu me mettre Hubert Bourgeon, je sais pas, ou des gens comme ça. Mais franchement, Christine Boutin, non. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Et on commence avec Nemo, le chien de Macron, qui n'en a plus rien à foutre de rien. Il a dû gagner au loto et espère se faire virer. Le Royal Canin a en effet levé la patte, comme Zaya sur les photos, mais pour uriner sur une cheminée de l'Élysée. Du coup, le Père Noël vexé ne passera pas. Macron n'aura pas les cadeaux qu'il a commandés, ni l'album Panini sur la vie de Pierre Gattaz, ni la photo de lui-même sous cadre, parce qu'il voulait un truc très beau. Macron discute et l'autre regardait tranquille, vide sa vessie, alors qu'à cause de l'âge, on attendait plutôt ça de Gérard Collomb. Nemo est donc devenu l'opposant numéro 1 à Macron. Il pisse sur son quinquennat. En 4 secondes, il a plus fait de mal à la République En Marche que Mélenchon en 6 mois. Comme révolutionnaire, il y a eu Lénine, le Che Fidel Castro et au-dessus, Nemo. La presse du monde entier a parlé du pipi de chien. Ainsi, en plus, il avait fait caca, il fallait renvoyer Thomas Pesquet là-haut pour qu'il informe les aliens. Alors, Macron, lui, a continué sa vie de winner bien coiffé. À Bruxelles, il a tapé la bise à Merkel. Ah, t'es là, ma poule. Ja, ich liebe dich, comme chez ta bourse. Or, la bise en Allemagne est considérée, regardez, comme un acte érotique. Donc ça, c'est comme s'il lui avait pincé les tétons tout en se caressant dans le bloc WC du parc du Trocadéro. L'âme de George Michael l'habite. Puis, il a marché avec Merkel et l'anglaise Theresa May. Merkel, encore sous le choc, s'est dit, c'est pas vrai, en plus Rocco a ramené une copine. Heureusement que je me suis épilé hier soir. Il a rencontré le Premier ministre irlandais, Léo Varadkar, qui est métis et gay. Christine Boutin a vu ça direct, elle a pris sa retraite. Elle a enfoncé un crucifix dans sa télé en hurlant « Arrière, Belzébuth ». Puis il a croisé le Premier ministre japonais Abe Shinzo, qui l'a mais bouffé des yeux, tel Gérard Larcher s'il se retrouvait face à un porc braisé. C'était l'empire des sens, mais sans le sexe. Ce qui est mieux, parce que dans le film, ça finit par une émasculation. Harvey Weinstein l'a vu, il s'est écrit « Mais c'est horrible, comment ce mec va-t-il faire pour travailler ?» Alors Theresa May, à Bruxelles, s'est retrouvée seule face à 4 pots de fleurs, comme Macron chez nous, quand il se fait interviewer par des journalistes de TF1. Alors, à cause du Brexit, à chaque fois que Macron et Merkel se font des bisous, elle se retrouve à garder les sacs. Elle est aussi seule que l'affiche de Manuel Valls sur Copain d'avant. Elle a été redirigée sur SOS Amitié, bien sûr. Mais tous ces gens, Macron, Merkel, Shinzo, sont des rikiki à côté du boss. Le Chinois Xi Jinping, réélu à la tête du PC local pour 5 ans lors de la grande fête du bricolage avec faucille et marteau géant. Quand Jinping est arrivé, il s'est mis à crier « Salut les petits clous !» Alors si quelqu'un un jour arrive à vous faire grimper à des rideaux de cette taille, donc je vous le dis, épousez-le. Alors Jinping, bon, vous le connaissez, il est dur. Si Nemo avait pissé sur sa cheminée à lui, dans le quart d'heure, il était dans la soupe et servi en tant que menu B3. Du coup, quand il a dit « Bon, moi, je vote pour moi », eh bien, regardez, ils ont tous fait pareil. On gagne tellement de temps avec la dictature. C'est tellement plus simple. La dictature, c'est le Uber de la démocratie. On y viendra, nous aussi, bien sûr. Alors, aux États-Unis, 5 anciens présidents se sont réunis. Carter, Clinton, Obama et 2 Bush, ce qui un samedi soir est prometteur. Mais là, moins. Alors, ils se sont tous collés la main sur le cœur en entendant l'hymne américain, sauf Bush père qui vérifiait juste s'il était toujours en vie. La femme d'Édouard Balladur fait ça à chaque fois qu'il pionce. Puis, ils sont sortis de scène, Clinton touchant le dos de W en lui matant le boule, vieux réflexe professionnel. Il a arrêté de fumer, mais sinon l'autre se prenait un cigare.
Enfin, ils ont été pris en charge par Lady Gaga. Son fongestif a été accepté. Elle est désormais assistante de soins en gériatrie. C'est bien. Alors en France, Laurent Wauquiez, le renard argenté de la droite sans complexe, a visité la Syrie, pas celle de Bachar al-Assad, bien sûr trop risquée, mais une Syrie de sa région. Il a carrément grimpé sur l'engin et s'est mis à déplacer des arbres. Il a la vie d'un éléphant en Thaïlande. Avant 16 heures, regardez, il avait débité 400 troncs. Vous le lâchez dans le bois de Boulogne, en une journée, il rase tout, y compris les rares personnes dans les buissons qui n'étaient pas encore. C'est pas un mec, c'est un castor, mais qui se sert de ses mains. Puis, il a fait un meeting dans le Maine-et-Loire avec des jeunes qu'il kiffe et qu'il a mis au premier rang, logique, sauf que les types qui font sa communication ont pris une photo de derrière avec que des vieux. Il y a tellement de tonsure que Wauquiez s'est mis à chanter l'Ave Maria. Donc soit c'était des jeunes et Wauquiez est tellement chiant qu'ils ont pris 30 ans d'un coup, soit son truc c'est la croisière achetante, quoi. Enfin, David Rachlin du FN a visité cette semaine une exposition féline où il a caressé des chats. Alors, préférence nationale oblige, il a demandé l'expulsion de Fifi, un chat persan, vers son pays d'origine. Puis, il a regardé un chat glander dans un hamac. François Hollande fait la même chose à Tulle, mais avec moins de poils et moins de grâce. Enfin, Rachlin a remis une coupe à un chat. Ce qui est aussi absurde que si Macron tendait une serpillière à Nemo en lui disant « Maintenant, mon pote, tu nettoies ce que t'as fait. » À tout à l'heure pour le retour. C'était Tanguy Pastureau. On le retrouve tout à l'heure pour les terriens de Tanguy Pastureau, le retour. Moi, ce que j'aime avec Tanguy Pastureau, c'est que c'est le seul moment de la semaine où je vois Natacha Polony et Gilles-William Goldnadel rire de bon cœur. C'est chaque semaine. C'est un plaisir. Les terriens du dimanche ont maintenant carte blanche. On repasse en zone libre. Alors chaque année, on jette 10 millions de tonnes de nourriture en France. Comment lutter contre le gaspillage alimentaire? Une question dont Raquel Garrido n'a fait qu'une bouchée. On regarde. Un tiers des aliments produits sur la planète sont perdus ou jetés chaque année. Et en France, on n'est pas en reste, alors qu'une personne sur 10 a du mal à se nourrir. Donc j'ai décidé de voir comment on pouvait lutter contre le gaspillage. Et ça commence par une collecte dans les supermarchés. Bonjour. Bonjour Raquel. Bon, alors on est prêt pour la collecte? Ouais, prêt pour la collecte. On va chercher les premiers produits et après on part par les autres magasins puis livrer l'association. Ça vous va? Super, allons-y. On est obligé de retirer les produits avant les dates de péremption indiquées. Et du coup, en fait, on voyait beaucoup de produits passer dans les bennes. Ça fait mal au cœur, quoi, en fait. Exactement. Donc 2 fois par semaine, vous donnez à Phoenix... C'est l'équivalent d'environ un caddie pour un consommateur par ramassage. 25 octobre, donc c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est la date limite d'utilisation optimale. Donc en théorie, les magasins, ils vont pas les vendre parce que c'est un peu un frein de voir cette date, mais on peut les manger 1 semaine, 2 semaines après, voilà. Pas de souci. On est d'accord. Allez, let's go. On intervient entre les magasins qui ont des surplus et les associations qui ont besoin de produits variés, frais et divers. Au final, ça fait combien de magasins, du coup, qui travaillent avec vous? C'est 600 magasins en France et ça équivaut à 40 tonnes de produits par jour. Par jour? Ça fait 80 000 repas qu'on distribue. Alors maintenant qu'on a tout collecté, on va aller faire la livraison à l'association. On y va. À ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours. Aujourd'hui, il y a 300 familles qui vont recevoir les produits qu'on a récoltés ce matin, notamment. 300 familles qui n'auraient pas pu manger bien sinon. C'est ça dont il faut prendre conscience, parce que lutter contre le gaspillage, c'est une action qui est écologique, mais c'est aussi une question de justice sociale de base. C'est pas éthique de jeter autant de nourriture. C'est dans les foyers qu'on gaspille le plus. Si on prend en compte les épluchures et les os, ça fait 80 kilos par personne par année. Donc j'ai pris les restes chez moi et avec Cyril, on va essayer de voir comment on récupère tout ça pour pas le jeter. Bonjour Raquel. Enchantée. Là, normalement, c'est ce que vous avez jeté. Je vais vous montrer des trucs et des astuces pour recycler ça.
La soupe, c'est vraiment l'arme anti-gaspi par excellence. Les fans de carottes, je propose de les mettre dans la soupe. Avec notre verre de poireau, parce que ça sert à rien de mettre les parties nobles, parce que ça a exactement le même goût. Et on va laisser cuire tout doucement. Une fois que ce sera bouilli, il suffit de mixer et on a une soupe qui est délicieuse. Au lieu d'avoir une poubelle où quand on coupe, on enlève les têtes, on met directement dans la petite casserole avec l'eau bouillante qui va faire ensuite la purée ou la soupe. Comme ça, c'est des réflexes en fait. Tout à fait. Par contre, ça, on peut rien en faire. Eh bien si, on peut les manger comme ça. Mais ça, c'est délicieux sur une salade. Vous êtes en panne de ciboulette? Mais oui. Eh bien c'est parfait. Allez, c'est corvées de pommes de terre. Là, on va faire vraiment très simple, on va juste les frire. Au moins, je serai sûr qu'elles seront bien cuites, qu'elles seront bien frites. Alors, ça cuit 2 minutes à peu près. Hein. Elles sont belles, là? Magnifique. Bon, on déguste. C'est génial. Et voilà. Alors, Raquel, est-ce que c'est bon, les épluchures? Vous êtes régalés? Oui, oui, absolument. Et je m'aperçois qu'on a des réflexes en fait, qu'on ne questionne pas. C'est-à-dire, en tant que maman, quand on fait la bouffe, on se dit « Ah, si je pèle pas mes patates, je suis une mauvaise mère, en gros. » Alors qu'en réalité, d'abord, si on achète bio, en fait, l'épluchure, elle n'est pas traitée. Donc, en fait, il faudrait quasiment même pas les éplucher. Et si vraiment on veut... C'est là qu'il y a les vitamines, les minéraux, il y a tout. Absolument. Et si on veut vraiment les éplucher pour des raisons esthétiques ou parce que ceux qui mangent, bon, ça les dégoûte un peu, effectivement, il faut absolument réutiliser tout ça. Les fans des carottes pour faire la soupe, c'est le même goût. Et j'ai adoré le poireau, tu sais, le petit cheveu de poireau, là, la racine. Je savais pas ça. C'est très bon, en fait. On l'a découpé cru comme ça et tu le mets, c'est un petit goût aillé. Les commerçants obtiennent une défiscalisation de 60% quand ils filent leur reste aux associations. Voilà. Faut le dire aux commerçants, ça. C'est ça. C'est-à-dire, avant, non seulement les commerçants ne donnaient pas les invendus, mais en plus, ils terrorisaient les salariés pour que les salariés ne les distribuent pas. Ils javelisaient même leurs poubelles. Enfin bon, c'était absolument horrible. Et désormais, depuis 2016, tout ça est défiscalisé. C'est-à-dire qu'en fait, dans le magasin, ils vont passer au scanner, tout ce qui va partir pour l'association. Et à partir du prix de revient, ils ont 66% de ristourne fiscale. Donc, c'est que du bénéfice pour eux. Et évidemment, derrière, ça va vers des vraies familles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a par exemple la structure Phoenix avec laquelle on a travaillé, qui sont capables de travailler sur des délais de logistique très courts. Parce que pour le frais, évidemment, nous, quand on a participé déjà, on a tous dans notre vie donné un peu pour l'Afrique ou je ne sais quoi, mais c'est des denrées non périssables. Ouais. Là, attention, on est sur de la logistique qui permet de donner du périssable. C'est-à-dire, vous avez le yaourt, vous avez la viande, etc. Dans la journée, on peut donner, et ça arrive dans la journée aux familles. Il y a un truc qu'il faut dire quand même aussi sur la date de péremption. Par exemple, sur les yaourts, on peut les manger, ce que je fais tout le temps d'ailleurs. 2 mois plus tard. 2 mois plus tard. Enfin, c'est ridicule. Et donc, il y a une espèce de culte là, dans la société qui fait que dès que la date est passée, paf, on jette. Mais c'est complètement. Il faudra qu'un jour, évidemment, il faudra qu'on change la demande. Il y a un problème là. C'est que Goldnadel, entre la mastectomie et les épluchures de poireaux, t'es largué, toi. Alors, détrompe-toi. On se fout de ma gueule dans ma famille, tellement j'ai la pathologie de ne pas vouloir jeter la nourriture. Je ne supporte pas. Je préfère, franchement, rester pendant 4 ou 5 jours chez moi, mais finir, vraiment. Venez voir mon frigo, vous verrez, tout est dépassé. Je suis une famille modeste où on a appris toujours à récupérer en faisant des boulettes, en faisant n'importe quoi. Alors, mais ce que je veux dire, vraiment, mais ce que je veux dire aussi, on peut exiger maintenant, n'oubliez pas les doggy bags. Quand vous êtes au restaurant, vous demandez. Vous dites que c'est pour le chien, évidemment, vous le mangez. Et avec les boîtes Duralex aujourd'hui, je me permets de vous rappeler. Je me permets enfin de vous rappeler que nous avons vaincu la faim dans le monde, puisque maintenant, on peut manger des vers de terre. C'est pas la peine que je me fatigue. Non. On a bouffé des insectes. Exactement. Donc, de toute manière, c'est plus un problème. Voilà. Je peux te dire que j'ai honte. Moi, j'ai honte parce que je gaspille. Je trouve que je gaspille tu as raison d'avoir honte. J'ai honte à chaque fois que je jette des choses parce que on est dans une société de consommation. Tu vas faire tes courses, tu te rends compte que finalement, tu n'as pas le temps de manger chez toi. Les dates passent. Tu n'as même pas le réflexe de mettre ça dans un sac et de venir le donner en bas. 6 œufs. Alors on pourrait les donner. C'est pas bien. Mais j'avais peur. J'étais inquiet. Les dates de péremption, c'est du pipeau. Antisocial, perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service.
J'adore Raquel parce qu'elle chante son jingle. Mais tu sais que j'adore Bernie Bonvoisin. Bernie Bonvoisin est un On va recommencer. Un plan sur Raquel, attention. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe au Street Talk de Blacko. Alors, la semaine dernière, Paris accueillait la Foire internationale d'art contemporain, un événement qui a inspiré Stéphane Blakowski. Pour savoir s'il était facile de reconnaître une toile de maître, il s'est mis à l'œuvre. C'est le Street Talk de Blacko. Vous le savez, au Terrien du Dimanche, on adore l'art. C'est pour ça qu'on est venu à la FIAC pour demander aux visiteurs leur avis sur ces toiles. Ici, Willem de Kooning, 60 millions de dollars. Ici, Cy Twombly, 70 millions de dollars. Et là, 2 peintures faites par des singes. Alors, est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est du singe? C'était pour avoir votre avis sur ces 4 acryliques. Est-ce qu'il y en a une qui vous préférez? Je préfère celui-ci parce qu'il y a des contrastes de couleurs, où on a l'obscurité derrière et plus de luminosité en avant. Donc vous, votre préféré, c'est plutôt le chimpanzé? Ça reste toujours mon préféré, c'est subjectif, hein. J'ai le droit d'avoir mon choix. Il y a 2 toiles qui ont été peintes par des humains et 2 par des singes. Vous faites la différence? Allez, moi, j'irai par les singes. Peut-être celle-ci. De Kooning, 60 millions de dollars. Ben moi, j'aime beaucoup celle-là. Alors ça, c'est Congo, un chimpanzé. Non, j'y crois pas. Je dirais le chimpanzé, forcément, c'est un geste répétitif. Donc ça, c'est chimpanzé. Ça, c'est Twombly, 70 millions de dollars. Ça, c'est le chimpanzé. Celui-ci? J'aurais dit que... Oui, j'en sais rien. Ça, c'est Willem de Kooning. D'accord. 60 millions de dollars. Oui, oui. En plus, il est signé. Je suis une banane. Est-ce qu'on arrive à faire la différence? Vous avez une opinion de droite, je pense. Est-ce que je suis de droite? Merde. Et du coup, vous répondez pas aux questions de droite? Si, bien sûr. Ça me paraît plus élaboré, mais je suis pas sûre. Bah non, ça c'est un singe. Il s'appelle Bakary, il est aux eaux de Londres. Voilà, ouais. Là, vous avez la tête, la bouche, la forme de la bouche, la tête. C'est peint par un chimpanzé qui s'appelle Bakary. Eh ben, c'est pour ça que je préfère. Ils sont pas à vendre. Non. Parce que je peins. Ce sont des reproductions. Bon, alors celui-ci, j'adore. Congo, chimpanzé. De Kooning, 60 millions de dollars. Bakary, chimpanzé. Cy Twombly, 70 millions. Ben, bravo Congo. Ça m'étonne pas. On pourrait faire une expo qu'avec des singes. Hein. Ça serait pas mal non plus. Je sors de la FIAC et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de toiles qui ont été fabriquées par des chimpanzés. C'est pas faux. Bravo à Stéphane Blakowski. Alors là, c'est énorme. 70 millions de dollars et un singe. Et voilà. On avait fait ça dans les années 30 au lapin agile avec la queue d'un âne. Et tout le Paris mondain ne savait pas que c'était peint par un âne et avait crié au chef-d'œuvre. Donc il n'y a rien de nouveau sous l'escroquerie intellectuelle On de a l'art. envoyé un roman à l'époque de Marguerite Duras ce qui a été refusé. à des éditeurs qui a été refusé par tout le monde. Mais c'est pas un peu démago, ça, comme dans l'art contemporain, il y a de très très belles choses, Oui, franchement. il y a aussi de très belles escroqueries. Et je suis désolé, ça te gêne peut-être, mais les singes ont du talent. Qu'est-ce que je te dis? Ah, Ils ont du talent. ça c'est la bonne réponse. Bah oui, les bonobos. Les singes ont du talent. Ah oui. Les bonobos, c'est pas con, vous les avez regardés, vous les regardez Ouais. faire. Bah, ils sont un peu comme nous quand même, ils sont quand même très proches. Ah ouais, désolé. d'accord. Bah, Ça me rappelle la scène du film Intouchable avec la moquette. Oui, Castorama, absolument. de quoi j'ai pas retiré. Raquel, ça vous énerve cette escroquerie ou vous trouvez ça acceptable? Je vois dans ce monde de l'art beaucoup de spéculation, beaucoup de niches fiscales, de choses un peu bizarres qui peut-être faussent le regard, alors que l'art c'est quand même censé être à la base une émotion qu'on ressent. Et on a l'impression que la marchandisation fait qu'il n'y a plus d'émotion, c'est juste du Préférez l'art calcul. figuratif, au moins c'est décoratif. Non, j'aime bien aussi l'idée, vous savez, après la révolution russe, il y a eu aussi l'avènement de l'idée qu'il ne fallait pas juste peindre la réalité telle qu'elle était. Les 8 rectangles rouges de Kandinsky, par exemple, c'est des choses, c'est très touchant, c'est émouvant, c'est beau. Donc c'est pas obligé qu'on dépeint le gazon, les gens tels qu'ils sont. Mais cela dit, l'abstraction, mais voilà. il y a L'abstraction, ça peut être bien. Dans l'art contemporain, je suis désolé de vous le dire, il y a des choses absolument géniales. Et une fois que Allez t'as voir dit ça- Damien Hirst,
allez voir Oscar Fischer, allez voir tout ça, c'est juste Mais dingue, c'est formidable. Faut que ça reste révolutionnaire. À c'est l'époque, révolutionnaire, d'ailleurs. Voilà, quand je dis en 1920, quand pour la première fois on arrête de faire du figuratif, c'est révolutionnaire. Bon, aujourd'hui. Mais c'est toujours pareil, plus quand difficile, Duchamp dit cette urinoir est une œuvre d'art, c'est drôle. Quand Warhol dit la boîte de soupe Campbell, c'est une œuvre d'art, c'est déjà moins drôle. Natacha. Et tout simplement, il y a en abstraction des choses extrêmement intéressantes et belles et émouvantes, et il y a des escroqueries, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que la peinture abstraite qui soit de l'escroquerie. Il y a aussi tout l'art conceptuel, justement, qui ne fait que répéter du sous du champ. Et aujourd'hui, en art, on met tout l'argent sur l'art conceptuel, sur les installations vidéo, et la peinture est assez méprisée, d'ailleurs, et c'est pas mieux. Je veux dire, l'abstraction, ça donne aussi des choses magnifiques. Simplement, il faut essayer de sortir d'abord de la spéculation et ensuite du snobisme. Et ça, c'est ce qui est plus compliqué. Très compliqué. Il y a trop de bordelais à la FIAC, en fait. Ouais. Bravo, Blacko. Tiens, Bordeaux. J'espère que c'est vraiment vrai que... Et maintenant, mesdames, messieurs, on repasse en zone libre. À l'heure où le taux de dépistage du cancer du sein fait encore grise mine, a lieu en ce moment dans toute la France l'opération Octobre Rose. L'objectif, sensibiliser pour mieux soigner. Pour prévenir la maladie, certaines femmes sont allées jusqu'à choisir la mastectomie. Absatou, la mastectomie préventive, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un acte très courageux. On a entendu Angelina Jolie, ça avait fait la une de tous les journaux, qui s'était fait enlever les 2 seins alors qu'elle était en parfaite santé. Ben, c'est ça, la mastectomie. C'est le fait d'aller subir cette opération extrêmement violente et psychologiquement et physiquement, se faire enlever les 2 seins, parce qu'on est porteur du gène qu'on appelle le BRCA1 ou BRCA2. Donc ce gène, c'est une bombe à retardement qu'on a dans le corps. La plupart du temps, c'est des femmes qui ont eu des cancers dans leur famille à répétition et qui risquent à 80% de développer un cancer du sein. Et donc, pour éviter de le contracter, elles vont se le faire enlever et ça fait chuter ce taux de 80% à 5%. Donc, vous vous réveillez un matin, vous n'avez plus de sein. Alors, il y a plein de choses Tu peux les qui refaire. permettent effectivement de les refaire, mais je vous propose de voir. regarder, J'ai rencontré on 2 femmes regarde formidables. à quoi ça ressemble. Je vais subir une opération qui est extrêmement lourde, mutilante et qui va avoir des conséquences sur ma vie à court, moyen et long terme. J'ai jusqu'à 80% de risque de développer un cancer du sein à partir de 30 ans. Avec la mastectomie préventive, je redescends à un peu moins de 5%. J'espère que ma poitrine elle sera jolie et qu'elle sera proportionnelle. En fait, chose que je faisais jamais avant, je me suis mise à regarder les seins des femmes, de toutes les femmes que je croise en fait, pour essayer de deviner si c'est des vrais, des faux, quelle taille, quel bonnet. Ce que les médecins m'ont expliqué concernant les sensations, c'est qu'en fait, j'en aurai plus beaucoup. Il va y avoir des terminaisons nerveuses, mais que plus de zones érogènes, par exemple, sur la poitrine, ce genre de choses. Donc après, effectivement, ça joue sur la sexualité, parce qu'on a plus de sensations, Mais pour le moment, c'est quelque chose que je sais que j'ai à intégrer, mais je veux pas que ça devienne une question importante. Si jamais je le faisais pas et qu'un jour je déclarais la maladie, mais je m'en voudrais en fait. Je donne ma poitrine s'il faut, sans problème, ok, je passe sur le billard et on fait ce qu'il y a à faire si ça me permet de vivre et de passer du temps avec mes enfants, avec les gens que j'aime. Et j'ai 30 ans et j'ai toute la vie encore devant moi. Bonjour Monica, je vous embrasse. Je vous présente Laetitia. Bonjour Laetitia. Enchantée. Ravie de vous rencontrer enfin. Je crois qu'on a plein de choses à se dire. Je crois que vous menez un combat très courageux. Le même en tout cas que Laetitia. Donc j'ai plein de questions à vous poser. Eh bien, j'ai plein de réponses à entendre. Avec plaisir. Installez-vous. Je suis très émue d'échanger avec vous aujourd'hui. Vous êtes la première femme à avoir subi une mastectomie, c'est-à-dire une ablation des 2 seins, c'est ça? Oui, préventivement en plus. Préventivement. Parce que je n'étais pas malade. Vous étiez en pleine forme, vous levez un matin et vous dites « je vais me faire enlever les 2 seins ». Pourquoi? En fait, ce qui se passe le jour où on apprend qu'on est porteuse de ces mutations qui prédisposent à ces cancers,
on ne voit pas la part où on va réussir à, entre guillemets, se faufiler entre les mailles du filet. On se dit, ça c'est sûr, c'est pour moi, c'est pour ma pomme, ça va me tomber dessus. Et il y a une urgence, en fait, incroyable à l'idée de se dire, je veux absolument être épargnée. Et pour m'en sortir, j'ai pas d'autre choix. Je dois me faire opérer. Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir nu et pas détourner le regard? C'est une super bonne question parce que ça prend du temps, en fait. C'est sûr que ce sera pas demain, peut-être pas après-demain. C'est possible. Aujourd'hui, c'est vrai que même dans la recherche des sous-vêtements, justement dans l'après, c'était compliqué de lever les yeux et d'être dans une cabine d'essayage et de pas détourner le regard. Il faut se regarder. Moi, j'ai pour habitude de le dire, et je pense que c'est vrai, il y a sans doute une Laetitia qui est partie cette nuit-là, et une Laetitia qui s'est réveillée le lendemain matin, avec un ciel beaucoup plus dégagé, avec beaucoup de sérénité, et avec un amour de la vie, un amour des gens aussi. Tout avait une autre saveur. Je crois qu'on a toutes les deux perdu nos mamans, et on a vu la mort de très près. Et du coup, c'est arrivé de se dire, c'est peut-être, comment dire, la culpabilité du survivant, de se dire, nous on fait tout pour essayer de passer à côté, et c'est puissant d'entendre dire la suite, en fait, voilà. Et c'est ce beau cadeau que vous allez vous faire à vous-même, Monica. En fait, c'est ça. Je pense que quand on a été, encore une fois, confronté à la mort de très près, on sait particulièrement la valeur que ça a, et que les années qui ont manqué, on est heureuse de pouvoir les vivre. Association Génétique Cancer. Exactement. Fondée par Laetitia, cette femme incroyable. J'ai rencontré 2 femmes extraordinaires, Laetitia et Monica, dans ce reportage. On a fini en larmes, clairement. Elles sont d'un courage inouï, elles ont envie de vivre pour leurs enfants. On voit que c'est une démarche qui est relativement longue. Monica, elle est encore dans le doute. Elle se demande si elle va aller... elle a envie d'y aller et en même temps, elle y va à reculons parce qu'effectivement, c'est quand même très difficile. Pour se faire dépister, il faut avoir eu au moins 3 cancers dans la famille. On ne parle pas beaucoup du cancer génétique. On parle du cancer qu'on attrape parce qu'on mange mal, parce qu'on vit mal. On ne parle pas du cancer génétique et pourtant... il y a des gens qui ont des cancers génétiques ou des risques de contracter ce cancer-là. Donc il faut se faire dépister. Et quand on est dans le cas de Laetitia et Monica, qui ont toutes les 2 perdu leur maman, qui ont des cancers dans la famille, alors effectivement, on peut aller sur le site de l'association de Laetitia pour faire d'abord répondre à quelques questions et savoir si on est... on peut être sélectionné à ce dépistage. Mais le cancer du sein, moi je pensais que ça touchait des femmes de 50 ans, 55 ans, 60 ans. Ces femmes, elles ont mon âge, elles ont entre 30 et 35 ans, et elles ont déjà à être confrontées à ça, c'est-à-dire on touche à leur féminité. Tu te réveilles un matin, tu n'as plus ta poitrine, tu ne peux plus allaiter ton enfant, c'est hyper difficile. Donc ce mois, Octobre Rose, c'est une occasion de parler justement du cancer du sein qui touche aujourd'hui énormément de femmes, 1 femme sur 8. Et j'ai été ravie vraiment de faire ce sujet pour en parler. Natacha Polony, si demain matin, vous apprenez que vous êtes porteuse du gène en question, est-ce que vous feriez enlever les seins? Mais j'hésiterai pas une seconde. Mais vraiment, je pense que quand on a ce gène, la proportion est tellement importante, mais qu'il faut y aller directement, ne serait-ce qu'en effet pour voir grandir ses enfants. J'allais dire, le problème, c'est pour les femmes qui n'ont pas ce gène, qui n'ont pas d'histoire dans leur famille et qui, du coup, n'ont aucune alerte. Et malheureusement, elles sont elles aussi touchées. Et il faut qu'elles se fassent dépister. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur la mammographie, est-ce qu'on envoie des rayons ou pas. Un cancer du sein grossit de 1 cm tous les 3 mois. Ça veut dire que si vous ne vous faites pas dépister, si vous ne faites pas une mammographie régulièrement, une fois qu'on vous le découvre, il est trop tard, il est trop avancé. Or, ça se guérit aujourd'hui, un cancer du sein. S'il est pris à temps, ça se guérit. Donc, quand on a dans sa famille une prédisposition, mais il ne faut pas hésiter une seconde à se faire dépister, à aller jusqu'au bout. Et en effet, on s'en fout de savoir si une femme a de la poitrine ou pas. Aujourd'hui, il y a des reconstructions, ce n'est pas le problème. Et il faut se sentir soutenu. Monia. Et deuxièmement, il faut se faire dépister. Est-ce que vous le feriez? Bien sûr, je le ferai. Et après, je comprends en fait le fait, en tant que femme, physiquement, de plus se retrouver avec une poitrine, parce que malheureusement, notre société nous fait croire que notre poitrine est notre féminité. Alors qu'être femme, c'est autre chose. C'est spirituel, c'est psychologique, c'est intellectuel, mais c'est un vrai courage. Ouais. Raquel, est-ce que vous le feriez? Oui, oui.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'arrête pas de voir des campagnes tout le temps pour les dépistages. Je me dis comment ça se fait qu'on en est à ce niveau d'alerte. On fait quelque chose de mal, on ne se fait pas assez dépister. Comment ça se fait qu'il faut toujours être en train de nous dire mais vous êtes en train de vous mettre en risque de mort? Mais juste une chose, c'est pas si facile que ça de dire oui, je vais le faire. La fille qu'on voit dans le reportage, Monica, elle y va, elle a des enfants, elle a une petite fille à qui elle peut potentiellement transmettre aussi le gène. Et elle y va quand même à reculons. C'est pas une opération anodine. C'est facile quand on nous pose la question de dire oui, j'y vais. Mais honnêtement, moi, j'ai vu Monica complètement bouleversée et vraiment dans le doute d'aller subir cette mastectomie. Franck, le point de vue du cancéreux, enfin l'ancien. Moi, j'étais très ému par ce reportage jusqu'à l'arme. Très bien. Bon, formidable, incroyable. Et puis, j'étais très ému aussi par le cas d'Angelina Jolie. Quand elle a fait ça, je trouvais qu'elle a fait preuve d'un courage terrible. Et d'en parler. Bon, en même temps, je pense qu'il ne doit pas y avoir de règles. C'est-à-dire, moi, j'ai été confronté à un cas vraisemblable, c'est-à-dire la prostate. J'ai un cancer de la prostate, on me dit qu'il faut l'enlever. Ah, puis je dis non, mais c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Je deviens hystérique, d'ailleurs. Je suis prêt à prendre tous les risques pour garder ma prostate. Il faut me laisser le droit de prendre ce risque. Évidemment. D'ailleurs, 14 ans après, je suis toujours vivant. Mais évidemment. Born to be wild. On va jouer, Mustapha. Ah oui. Si vous voulez nous rejoindre, mon cher ami, avec de vous intégrer. Mustapha, intégrez-vous au moins à l'équipe. Et voilà, maintenant, mesdames, messieurs, c'est le winner de l'actu. C'est révolu. Et voilà. T'es là, Jérém? Oui. Bon, tu me vois? Oui. Alors, Jérém Star, dimanche dernier, donc tu as gagné. Cette semaine, à qui confies-tu ton ours rouge? Moi? Alors, je confie mon ours rouge, forcément, à Raquel, parce qu'Absatou serait bien capable de le voler. Raquel, ta témoin de mariage. Est-ce que tu reviens la semaine prochaine? Bah oui, quand même, Thierry. Mais je sais pas ce que t'as, moi. Bah, une angine blanche, j'ai du cul dans les amygdales. On n'y croit pas, regarde-toi. Combien j'ai fait d'émissions avec des angines blanches? Attention, alors, il faut appuyer sur le buzzer tactile qui est devant vous. Le premier qui buzz est le seul à pouvoir répondre. Chaque bonne réponse vous rapporte un point. Chaque mauvaise réponse vous enlève un point. Est-ce que c'est clair? Non, parce que c'est vrai qu'on essaye. Ben, essaye. Allez. Je peux essayer. Regardez tout. Bon, attention. On y va. On se concentre. Allez. Quelle est actuellement la ville la plus dangereuse du monde pour les femmes? Bobigny, Le Caire, Mexico, Kinshasa ou Hollywood? J'ai pas arrêté de taper. Oui, moi aussi. J'ai tapé au début, j'ai tapé à la fin. Mais elle a même pas tapé. Absatou. J'ai envie de dire Bobigny. Ah, moi. Le Caire. Eh oui. Bravo. Eh oui. Natacha Polony marque un point. Ça recommence. Ça recommence. J'aurais du Mexique. Je pense qu'Absatou est victime des clichés sur la banlieue, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui va être installé le 3 novembre à l'hôpital Saint-Louis? Un centre gratuit de palpation des testicules. Un robot qui effectue les diagnostics à la place des médecins. Une salle de soins réservée aux hommes avec un personnel 100% féminin. Ou une prostate géante gonflable. Cachemire. Un robot qui effectue les diagnostics à la place des Non. médecins. Non, alors oui. Un centre gratuit de palpation des testicules. Non. Ah oui. C'est la prostate géante. Oui, la prostate géante. Franck Olivier Gisbert. Regarde, Jérém Star, il est là, il nous regarde le pauvre. Il est affiché, le pauvre. Il est subclaquant. On dirait qu'il est chez Daesh, mesquine. Mais il va pas mourir. Il est pas loin. Tu sais, c'est un peu comme le Nouvel An quand tu le regardes devant ta télé, t'y es pas, mais t'es à travers un écran.
C'est horrible. Le On voit pas bien, il y a qui en Il dit que dessous? c'est comme le nouvel an, le Mais pauvre. s'il crève, on est obligé d'arrêter cette émission. Non, il va pas mourir. On le remplacera très facilement. Attention, quel déguisement la société Halloween Costume a-t-elle mis en vente? Oh là. La panoplie Petit Hitler, le pyjama rayé enfant déporté, le costume Anne Frank ou le masque gueule cassée de la Première Guerre mondiale. C'est pas bébé Natacha. C'est Anne Frank, mais c'est aussi voilà, c'est C'est l'ensemble le de- costume Anne Frank, bravo. Voilà. Ouais. Natacha Polony. Mais ils ont déjà fait le pyjama rayé, mais avant. C'est pas cette année. Il y a des C'est quand même, collections. c'est quand même, au passage, quand même très choquant. quand même. Ah oui, ça t'a le sens de l'euphémisme, toi. Attention, donc Natacha est en tête, j'imagine. Et voilà, Natacha Mais après, j'ai est en gagné tête. tout à la fin. Elle est en tête et moi, je suis en queue. Ouais, maintenant, je vais vous montrer, je vais vous montrer une photo. Vous allez me dire qui sont ces Indonésiens. Les lauréats du concours des plus beaux triplés du monde. Les prix Nobel de sciences physiques junior 2017. Une maman et ses 2 fils. Ou des robots commercialisés par la société japonaise Real Robot. Raquel Garrido. Les robots commercialisés par la société japonaise Real Robot. Non, 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 non. Gisbert. Alors, je vais vous dire, c'est une mère et ses 2 fils. Bravo. Comment vous savez ça? Parce que je l'ai lu. Moi, je lis les trucs le soir. T'as vraiment rien à Machin, foutre, mon toi, vrai. Non, non, parce que c'est des petites nouvelles, t'as comme ça, c'est intéressant. Ouais, J'avais c'est déjà marrant. vu la photo. Pour une fois que j'avais Alors, la bonne quel est le réponse. score, Steph? C'est honteux. Moi, j'ai moins 10. Égalité Fogg, Natacha Polony. Natacha. Attention, quelle drôle de pétition a circulé sur le net cette semaine. Une pétition pour la levée du secret concernant les extraterrestres. Une pétition réclamant le retour de Barack Obama. Une pétition réclamant le retour de la fessée à l'école. Ou une pétition demandant à Dieu le retrait de la mort de Jean Rochefort. Excuse-moi. Tu t'appelles Moustapha? Oui, oui, non. Tu t'appelles Gisbert. Il s'agit de Jean Rochefort. Excusez-moi si on peut parler dans Toi, le... tu t'appelles Moustapha, moi je m'appelle Gisbert. Écoute, tu vas finir par Appelle-moi t'intégrer dans ce Franck, pays, mais ici, on laisse chacun parler. On se respecte, nous ne sommes pas des animaux. Et il s'agit bien évidemment de Jean Rochefort. Merci. Bravo, Moustapha. Jeune bédouin. J'en suis fier. T'as raison. Comment Emmanuel Macron surnomme-t-il sa garde rapprochée? Ses sous-fifres, ses maréchaux, ses baltringues, ses grognards, ses macronettes. C'est grognard. C'est grognard, Natacha Polony. Stéphane, qui remporte l'ours rouge cette semaine? Natacha. Natacha Polony, mesdames, messieurs, bravo. C'était inespéré. Qu'est-ce qui passe la pause de la winneuse, là? Et maintenant, on passe à la preuve par l'image. Le hashtag Balance ton porc a permis à des milliers de femmes de dénoncer les harcèlements dont elles avaient été victimes. Désormais, place à Dénonce ton voisin, le nouveau hashtag qui permet de tester la capacité de délation des Français. Voici la caméra cachée de Walid Afkir. C'est la preuve par l'image. On regarde. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Sami Haddad, responsable commercial pour Twitter France. Vous avez dû entendre cette semaine, il y a une grande campagne qu'on a lancée, hashtag Balance ton porc, ce qui a permis de mettre à révéler pas mal d'agressions sexuelles. Et donc cette semaine, on est sur une nouvelle campagne qui s'appellerait Dénonce ton voisin. Tous les comportements de mauvais voisinage qui nuisent un peu au quotidien des Français. Bah, je dirais plutôt mes collègues. Vos collègues arrogants. Arrogants.
Ouais. Qui est-ce qui fait ça, par exemple? Julien. Julien. Ça vous dérange pas qu'on le dénonce et parce que nous, on va mettre ça y a pas de problème. Ouais. On dit que ça vient de votre part ou pas, non? Ah non, faut pas dire. Non, on reste anonyme. On reste anonyme, ok. Je vais dénoncer mon voisin qui passe son temps à picoler, qui vit des aides sociales et qui vote Marine Le Pen. Et comment il s'appelle votre voisin, monsieur? Le prénom, hein. Juste le prénom. Philippe. Moi, j'avais une hystérique dans mon service. Ouais. Une hystérique. Comment ça s'appelle? C'est-à-dire Françoise. Françoise, elle aurait pu user son charme Bien pour être sûr, dans... elle l'a déjà fait en plus dans une autre entreprise. par Tiens, la tu bande. notes ça? Mais quoi, Françoise Salope? Ouais, Salope non, Françoise. salope Françoise. Salope Oh là là, Françoise. mon Dieu. C'est même pas salope. C'est quoi, pas madame? dans le terme salope. Non, Garce, Poufias, garce. Plutôt garce. Françoise Lagarce. Merci beaucoup, madame. J'ai un voisin, par exemple, qui a fait une teuf superstar dans la nuit. Je le fais régulièrement. Ouais, pourquoi pas. Comment il s'appelle votre voisin, monsieur? Ah, le prénom. Ah, je crois que c'est Simon. Simon. Et moi, c'est Lucien. Lucien dénonce Simon. Ouais. Faut mettre ça? Ça vous dérange pas de dénoncer? Non, mais c'est vrai, c'est pas... Ah non, franchement. C'est super de dénoncer. Un gros radin. Un gros radin? Comment il s'appelle votre collègue? Son nom de famille? Non, juste Julien. Julien. Pourquoi vous voulez donner son nom de famille aussi? Ah non, on va rester C'est anonyme. comment votre prénom? Peter. Oui. Peter dénonce. On peut mettre ça comme ça? Ouais, c'est bien. Vous pouvez mettre un autre prénom sinon au cas où, parce que si ça vient... Juju, on peut mettre Juju. Juju, voilà. Mais Juju. Mais Juju quoi? Juju le radin. Juju le radin. Ah, ça passe bien, ça. Il y en a qui fait la musique et la nuit. Ouais. Voilà, il s'appelle Mohamed. Mohamed. On a beaucoup de problèmes avec les Mohamed. Ah voilà. Notamment des gens qui viennent au travail avec des mauvaises odeurs. Oui, bah ça, oui, on en a. Il y a qui? Le chef de section. Chef de section. Non, c'est quoi son prénom? Stéphane. Mais vraiment, on sent transpiration, tout ça. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà été infidèle? Mon fils. Votre fils? Il s'en cachait pas trop. Et sa femme le savait. Là, on est exactement dans le thème. Balance ton fils. Balance ton fils ou balance ton voisin. Ouais. Vous avez le Comment prénom s'appelle de votre fils? Serge. Serge. C'est comment votre prénom, pardon, monsieur? Roger, donc tu mettras Roger, le papa de Serge. Tu vas finir par se reconnaître. Non, c'est tout. Ça fait un peu délation. Comme pendant la guerre, on dénonçait celui-là. C'est juste pour faire évoluer les comportements. Dénoncer, c'est pas beau. Dénoncer, c'est pas bon. Il faut dire une chose. C'est que Walid Afkir est un génie. Oui, Walid Parce Afkir que est c'est un pas génie. seulement, il nous fait pas rire, il dit des choses très profondes. Le C'est grand formidable. placement. Ce reportage est incroyable. Je vous signale que parmi les balance ton porc, t'as des gens comme ça. C'est tout. Ouais, oui, et balance ton fils. Et bah oui, c'est comme ça la Ouais, vie. et balance ta mère, et balance, Ça, les gens. balance ta soeur. Raquel, tu fais moi la maligne. Non, il y a même des gens comme ça parmi les porcs. Oui. Bien Ah oui. sûr, mais Ah bien oui. sûr, évidemment que Ah, oui. qu'est-ce qu'a dit le contraire? Évidemment que Non, oui. mais arrêtez d'être excessif. Juste, Personne ne vous a dit que la délation, c'était bien. Personne ne vous a dit ça. Vous avez l'air de vous exciter sur une phrase ou deux que nous avons dit. Nous avons simplement dit que quand il y a des porcs qui ne sont pas sanctionnés par la police, par la justice, certaines femmes, face à cette injustice, essayent de faire en sorte que leur malheur, que leur douleur soit reconnue. Si c'était ta fille, tu serais content qu'à un moment, son bourreau soit dénoncé. Parmi, On ne parle pas de la délation. Je l'emmènerai au commissariat pour porter plainte. Tu sais combien de femmes ont été portées plainte et n'ont pas été entendues? Est-ce que tu sais ça? On ne fait pas l'apologie de la délation, mais ne fait pas non plus l'apologie de l'omerta. Mais vous êtes. Ah bah non, on dit ça. Voilà, d'accord. juste le milieu. Chut. Non mais. Le mot de la fin sera pour Natacha Polony. Je pense que Walid a exactement montré jusqu'où ça allait. Dénonce ton fils et on voit des gens qui sont prêts à balancer leur propre enfant. Les gens sont prêts à Je tout. trouve terrifiant que Walid arrive aussi bien à faire sortir, parce que visiblement elle n'est pas très éloignée, la noirceur de l'âme humaine. C'est très angoissant. Bien. Et maintenant, c'est le retour des terriens de Tanguy Pastureau. Et on recommence, Thierry, avec Benoît Hamon, qui est en train de devenir la nouvelle star des étudiants. Ces êtres purulents défoncés à la Jeanlin, qui aiment les losers magnifiques. Il y a eu Kurt Cobain, Pete Doherty, maintenant ils ont Hamon. Alors, à la fac de Toulouse, il a bourré un amphi entier, ça sentait l'herbe et le biactol. À Grenoble, il a parlé devant 800 jeunes fans avec les tétons qui durcissent dès qu'il ouvrait la bouche. Et quand il met les photos sur Twitter, on lui répond, regardez, je t'aime bébou. À côté, le Snapchat de Kev Adams, c'est le site web des Mormons. Alors, Hamon est allé à la fac de Rennes, paf, 400 jeunes, plus, regardez, un type qui l'a shooté par derrière.
Il a vendu le cliché 150 € à des étudiantes amoureuses de Hamon, c'est-à-dire toutes. Une jeune rennaise lui a même écrit « Viens rue de la Soif, bébé ». Il y est allé, il a fini à 3 grammes avec une chaude pisse. Hamon, il est archi-beau en vrai, disent les filles. Alors maintenant, pour draguer Jean-Luc Lahaye, appelle les CTU en disant « Salut, je suis Benoît Hamon. Rendez-vous sur le parking de la fac à minuit, girl. Prends pas de lampe de poche et ferme bien les yeux. » Et Hamon s'est adapté à son nouveau public, les 15-25, puisqu'il tourne une vidéo dans sa chambre, que les jeunes regardent sans le son, évidemment, et tout nu. Alors... Cette semaine, le Premier ministre Édouard Philippe a rencontré Alain Juppé, le stégosaure de Gironde, qui a fait son plus beau sourire. C'est le seul, quand il est content, à donner l'impression de sortir d'une coloscopie. Mais même au musée Grévin, les gens sont moins rigides. Philippe a aussi tourné Au tableau, l'émission de C8, dans laquelle on cause à des gosses, ces êtres qui dans 10 ans deviendront fans de Hamon, donc il a demandé à ce qu'on les fasse piquer, bien sûr. Ensuite, il a accueilli le dictateur égyptien Al-Sisi, le seul qui donne l'impression d'insister rien que quand il dit son nom. Ainsi se présente à une dame, elle porte plainte pour harcèlement. Une semaine aussi chargée que la laine d'un poney. Les autres ministres aussi ont bûché. Florence Parly, ministre de la Défense anonyme, est allée à Washington où elle a rencontré le sénateur McCain. Il y a encore 6 mois, McCain pour elle, c'était juste les frites qu'elle avait au congélo. Elle a demandé s'il était aussi possible de voir le Captain Igloo. La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a parlé à l'Assemblée. Alors Loiseau était sous le perchoir, ce qui, du point de vue d'Alain de Bougrain-Dubourg, est totalement con. Mounir Majoubi, ministre du numérique, a pris une pose de winner devant son PC. Seul souci, si on mate dans le miroir derrière, le PC était éteint. Donc on peut directement lui attribuer un César d'honneur. Nicolas Hulot est apparu avec un énorme cocard dû à un accident de kitesurf. Ses collègues brassent tellement de vent que le truc a fait un bond de 16 mètres. Il a fini dans la façade d'une crêperie. Il y a 15 jours, il avait déjà un pansement. Donc je pense qu'il est plus sage d'appeler tout de suite les carisseurs afin d'en finir. Stéphane Travert, ministre du glyphosate et de l'agriculture, a lui fait un salon du bio. Pour la première fois, il a touché un fruit sans pesticides. Son corps a fait un rejet. Il est actuellement entre la vie et la mort. Avant cela, il a visité l'usine de production des cheveux de Donald Trump. Alors sinon, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a admiré une voiture électrique. C'est la seule borne dans le coin dans laquelle il fallait surtout pas mettre de prise. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, s'est rendue à Saint-Pierre-et-Miquelon, où elle a été accueillie par Jean-Pierre, seul danseur de lambada encore vivant, qu'il a fallu calmer en lui disant « Tu vas finir comme Gilbert Rozon, mon pote ». Puis elle a visité une usine de traitement de concombres de mer. C'est comme le concombre, sauf qu'il ne faut pas s'en servir comme sextoy parce que ça mord. Alors Françoise Nyssen, ministre de la Culture, vous commencez à la connaître maintenant, elle a visité un centre culturel le 16, avec une liquette rouge à fleurs. Puis le 18 était à la FIAC, habillée pareil. Puis le 21, elle est partie au Mexique avec les mêmes fringues. Elle a un O en tout, soit un de plus que les filles de Playboy. Alors bien sûr, ça a commencé à sentir. Donc elle s'est changée et a visité une bibliothèque. Alors nous, on va au Mexique, on se retrouve à Cancun à sniffer du poppers en poudre dans l'arrêt des fesses de prostituées, filmé par Bernard de la Villardière pour Enquête exclusive. Nyssen, dans le même pays, elle se terre dans la seule bibliothèque du coin avec un savant fou. Ça, c'est les littéraires, quoi. Si un jour elle fait les 24 heures du Mans, elle conduira un bibliobus. Alors, cette semaine, on a parlé harcèlement sexuel avec Jean Lassalle, accusé d'avoir mis une main aux fesses d'une dame et qui ne se souvient ni du moment, ni du lieu, ni du geste. Il ne se souvient pas non plus de ce que sont les fesses, ni les mains. Alors Michel Sapin, ancien ministre de Hollande, qui avait lui claqué l'élastique de la culotte d'une femme, parle d'une maladresse. Quand il tombe, il se rattrape à la culotte. Techniquement, Etam Lingerie lui a sauvé la vie 10 fois. Un village naturiste, c'est juste un lieu où Sapin a trébuché plusieurs fois, quoi. Et pour les fesses, regardez, il parle de bas du dos. De même, quand il tripote les seins de quelqu'un, il va vous dire « Ah bah ça va, je vais juste toucher le haut du nombril. » Enfin, je sais pas ce que ces mecs-là ont dans le haut du cou, enfin dans la tête, mais... Touchez-vous, laissez les gens tranquilles. Laissez les femmes. Alors sinon, à gauche, Lutte ouvrière a fêté les 100 ans de la Révolution russe. Ils ont
sorti Arlet de la Guillet du Formol. Puis Nathalie Arthaud a dit « Vive les bolcheviks ». Le dernier à avoir prononcé cette phrase, c'était Bernard Lavilliers en 1976, un soir où il était déchiré à la fête de l'UMA. Arthaud est ensuite apparu à la télé en veste de jean, symbole de l'impérialisme américain, et a donc été pendu par ses camarades. Valérie Pécresse, elle, a visité le mur des lamentations à Jérusalem. Le dernier espoir à droite pour s'en sortir, c'est de s'adresser direct à Dieu. Elle a touché le mur au milieu d'une foule en transe, mais comme si elle était en train d'acheter du placo chez Point P, c'est hérétique. Même Stéphane Plaza aurait eu l'air plus concerné. Du coup, Dieu lui a dit, tu sais quoi, débrouille-toi, ça va quoi. Enfin, c'était l'anniversaire cette semaine du chroniqueur télé Florian Philippot, le roi du couscous, Mister Garbit, qui a soufflé ses bougies alors que les femmes écoutaient, faisaient des you-you. Il est passé directement du FN à la nuit du Ramadan. C'est plus un grand écart, c'est un écartèlement. Philippot, c'est chef Florian. Alors voilà, c'était une semaine sur la Terre. Salam alaikum, comme dirait Philippot. C'était Invitation. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Les terriens du dimanche sont maintenant carte blanche. On repasse en zone libre. Des rues sales et des rats. Oh non. Un mal qui ronge les rues de la capitale. qui ronge, ouais. Pour en savoir plus, Natacha Polony s'est faufilée dans un trou de souris. Alors Natacha, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Écoutez, d'abord, je vous présente donc Ratatouille. Je me promenais l'autre mardi, devant chez moi, et je croise cette charmante petite bête et son petit copain, parce qu'ils étaient deux, voilà. C'est une rue, je précise, donc dans le 10e arrondissement de Paris. Alors ça, c'est la version de Ratatouille 3 jours après, parce qu'en fait, il faut quand même expliquer. Donc c'est une rue où il y a une école maternelle, un square, donc la petite bête était là, et 3 jours plus tard, la petite bête était toujours là, bon appétit, puisque c'est l'heure du dîner, bien sûr. Donc, il se décompose et donc le Karcher n'est pas passé pendant 3 jours. 3 jours. Bon, et figurez-vous que je ne suis pas la seule. Il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens à Paris, notamment, qui se plaignent un petit peu de ça. Des rats, on en croise en pleine journée dans Paris. Ils se promènent. Ils se baladent du côté, par exemple, de la Tour Saint-Jacques. On les trouve dans les squares. Les touristes commencent à s'en émouvoir. Ça fait pas très sérieux. Ces charmantes petites bêtes sont donc des rats bruns ou rats des villes, Ratus norvegicus. Vous savez, en termes, voilà, c'est son nom latin. Ça inquiète les élus parce qu'en fait, bon, des rats, il y en a toujours eu dans Paris. Il y en a 2 fois plus que d'habitants. Donc 2 millions de Parisiens, 4 millions de rats. Jusque-là, c'est tout à fait normal, sauf que quand ils envahissent les espaces verts, on est obligé de fermer les espaces verts. Et donc, pour maintenir l'image de Paris, on est en train de dératiser. Alors, au printemps dernier, la mairie de Paris s'est enfin intéressée au problème. 1,5 million d'euros débloqués pour dératiser la capitale. 1800 interventions menées depuis le début de l'année. Et en fait, ça ne sert à rien. Alors, je vous précise d'ailleurs qu'il y a des services qui sont utilisé pour ça. Le département Faune et Action de Salubrité, que je salue, je ne les ai jamais croisés en bas de chez moi, les espaces verts, l'action sociale, la sécurité, etc. Et malheureusement, les rats sont toujours là. Nous sommes donc allés interroger les hommes de l'art. Figurez-vous qu'il y en a dont c'est le métier, ça s'appelle des dératiseurs. On est allé les voir. Ah ouais. Bon, on va partir à la chasse aux rats. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là, on est dans un des endroits les plus touristiques de Paris, le Champ de Mars, qui est devenu connu pour abriter de nombreux rats. Ah ben voilà, j'en vois un qui vient juste de passer. Là, il y en a un là, il y en a un là. Voilà, il y en a un qui vient de passer. Donc aujourd'hui, on a clairement une prolifération du nombre de rats. Il y en a énormément dans les égouts. On dit qu'il y a en moyenne presque 2 rats par habitant. Ça fait au moins 4 ou 5 millions de rats rien que sur Paris.
Voilà, on a aujourd'hui les réglementations européennes qui nous interdisent certaines façons de pratiquer la dératisation et qui nous diminuent notre efficacité. Il faudra peut-être trouver de nouvelles solutions à ce propos. Donc après, ils ont une utilité aussi, puisque les rats, il faut savoir qu'ils mangent en moyenne 800 tonnes de déchets par jour. Donc on dit que si les rats n'étaient pas là, les égouts de Paris seraient complètement bouchés. Donc ils ont une vraie utilité. Maintenant, le but, c'est de réguler la population, d'éviter qu'ils sortent trop des égouts et qu'ils causent justement des nuisances, que ce soit en termes d'image et que ce soit aussi en termes de risques sanitaires. On a aussi aujourd'hui les poubelles en plastique. Ça a été fait à cause de problèmes de sécurité, ce qu'on peut totalement comprendre. Mais le souci, c'est que les rats les grignotent très facilement et du coup peuvent même manger dans des poubelles en plastique justement de ce genre-là. Si on met un sac avec de la nourriture, des restes de nourriture, hop, ils vont manger directement par en dessous et ils vont se nourrir directement dans ce type de poubelle. Ils n'ont pas à chercher plus loin que ça. Quand on sait aujourd'hui qu'un couple de rats peut donner entre 3 et 5000 descendants en une année, c'est assez impressionnant dans de bonnes conditions. Donc il y a une prolifération et ça peut exploser si ce n'est pas traité suffisamment et si ce n'est pas pris à temps. Il peut y avoir vraiment une explosion du problème. Donc il faut espérer que les moyens seront mis et que la lutte sera aussi efficace. Et c'est une lutte globale. Ça veut dire qu'il y a la dératisation, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la lutte contre les problèmes d'hygiène, directement. J'espère que vous l'avez bien écouté, mon ami le dératiseur, qui vous explique qu'en un an, un rat peut avoir entre 3 et 5000 petits. Putain. Voilà, oui, c'est très prolifique. Et puis surtout, il vous a expliqué différentes choses très importantes. Par exemple, que l'Union européenne a mis pendant des années une loi, une directive qui interdisait de laisser les produits anti-rats à l'air libre. Donc il fallait les mettre dans des boîtes. Sauf que les rats, ils sont intelligents, ils vont pas dans les boîtes pour manger les cochonneries. Il y a des rats. Ah ouais. Non, Salaud. non, Ça, c'est parce que non. Il y a plus de Je tupperware. précisais ça qui n'aidait pas. C'est l'homme de l'art qui le dit. Mais tout ça, normalement, est terminé. À ceci près qu'on a toujours Vigipirate, comme il l'explique, donc des poubelles qui ne sont pas en nombre suffisant et qui n'aident pas. Mais surtout, le problème, c'est la propreté de Paris. Alors, première chose, il y a de plus en plus de travaux. Les travaux, ça fait quoi? Ça fait remonter les rats à la surface parce que ça les dérange. Mais surtout, il y a la façon dont on nettoie. Et ça, c'est un véritable problème parce que Anne Hidalgo, des gens sont allés l'interroger et là, elle a répondu « Ah bah oui, mais il y a un problème, c'est que les Parisiens sont sales. » j'y peux rien, c'est eux qui sont crados. Voilà, donc c'est de notre faute. Alors que c'est les Bordelais. D'accord. Balancer des trucs. Enfin, alors, c'est pas faux. Absatou, on va aller se promener aussi avec des Parisiens qui, justement, en ont un petit peu assez. Il faut aller voir dans le 18e arrondissement de Paris. Il y a une association qui s'appelle La Vie de Jean. Et ces gens-là, ils militent parce qu'ils en ont assez de subir ça. En gros, ils demandent à la mairie de Paris de prendre ses responsabilités, de nettoyer, parce que dans d'autres quartiers de Paris, ce ne serait pas supporté une saleté pareille. Vous allez voir un petit peu ce qu'ils vivent tous les jours. Bien, bienvenue dans mon quartier, à l'entrée de la rue, carton, sacs poubelles, épis de maïs partout. Donc tout ça attire les pigeons, les rats également. Je trouve ça assez sinistre et glauque. On nous laisse vivre dans des rues non nettoyées. Ce n'est pas normal, il n'y a aucune raison. Et il faut savoir qu'après 19h, il n'y a plus de passage de balayeurs ni de la benne de la propreté de Paris. Parce qu'ils se sont fait agresser en 2013, donc ils ne veulent plus venir. Et le dernier passage est vers 18h, 18h30 grand maximum. Et tout ça va rester comme ça. On a donc décidé avec des riverains, amis, gens de rencontre, etc., de se mobiliser, de porter plainte contre la mairie de Paris, qui n'assure pas le maintien de l'hygiène publique. On a gagné au tribunal administratif, le juge nous a donné raison. On a gagné en appel, puisque la mairie de Paris et la préfecture ont fait appel. Donc il y a quand même un jugement lourd pour la mairie de Paris. On n'en peut plus et on est aussi assez en colère parce que gagner 2 procès, c'est quand même pas rien, c'est un peu même inédit. On est indigné, en colère. Enfin, Voilà. Et il faut juste préciser que cette dame vous dit une chose. Il y a des quartiers qui sont des quartiers populaires qui sont
sales et il y a des quartiers touristiques qui sont La rue de sales. Rivoli. Voilà. C'est-à-dire les deux endroits. Quartier touristique sale. Voilà, il y a beaucoup de gens qui passent, donc il y a des détritus et on explique que c'est de la faute des gens. Il faut savoir, la propreté dans Paris, elle est assurée soit par le public, soit par le privé, ça dépend des arrondissements. Et dans certains arrondissements où c'est assuré par le privé, la mairie de Paris a décidé d'aller voir les entreprises, il y a Veolia, il y en a d'autres, etc. C'est le 18e arrondissement, le 10e, le 20e. Eh bien, on leur a dit, écoutez, il faut baisser vos prix de 30%. Donc, qu'est-ce qu'ils ont répondu? On baisse les prestations de 30%. Bah oui. Voilà. Mais pourquoi on donne à CQFD, Veolia, qui est une entreprise privée, le soin de s'occuper d'un service public, en fait? Et ben voilà. C'est l'erreur. Voilà. C'est toute la question. Ah ben si, C'est ah toute ben la si. question. Ah là, je suis désolé, Franck. Non, on n'est pas d'accord, là. Tu vas aller à Marseille, tu vas faire fini partie. C'est pas la solution. De Richebourg à Excellent. Marseille, ils gèrent pas le problème non Ils ont plus. un petit bout, Il faut pas seulement. donner Mais aux privés, les Natacha privés veulent faire de a l'argent. centré le Ah sujet oui. sur la chose absolument essentielle. Il ne faut pas leur laisser à bouffer. C'est-à-dire le gros problème des rats, c'est les détritus. non, parce que Et ils regarde, arrivent c'est- partout. Et le problème, si tu veux, moi, la mort aux rats, je suis contre à mort. Ah bon Oui, bien sûr, l'Union européenne a raison là-dessus. C'est un truc qui contamine tout, qui est mauvais pour nous, qui est mauvais pour les animaux domestiques qui crèvent les uns après les autres, etc. Donc la solution, c'est de rien leur laisser Etc. à bouffer. C'est pas vrai. Rien leur laisser à bouffer. Dernier point, je suis désolé, qui est important. Le rat est intelligent, Voilà. il est empathique, Voilà. il est drôle, il a de l'humour, etc. Il ne faut pas leur laisser... il a raison. Il a, Il a raison. Allez, On va l'inviter comme chroniqueur. Allez, Non, spécisme. mais arrêtez. sur les Attendez, plateaux de dimanche. moi, je pense Le rat. qu'on n'est pas compatible avec les rats dans une ville. Moi, j'ai eu un rat chez moi, dans ma cour à Marseille. C'était un espèce de machin. On aurait C'est dit un ragondin, chat. ça. Non, c'était un rat. C'était J'ai un quand chat. même envie de pousser C'était un chat. coup de gueule. Donc, J'ai à envie toi. de pousser un coup de gueule. Oh, la coup de gueule. Ok, non mais oui, ok, ils font pas leur boulot. Mais à un moment, on apprend quoi à nos enfants? Que les détritus, on les met dans des poubelles. Donc attends, juste, je vais finir finir ce propos-là. Quand tu te balades dans la rue, que tu vois des adultes en train de balancer leur clope, balancer leur bouffe, balancer tout, n'importe où et n'importe comment. Tu vas même sur les Champs-Élysées, avenue des Champs-Élysées, c'est une poubelle le soir. Même si on avait un service public qui était là en permanence, il ne pourrait pas ramasser autant de détritus. Bravo, Donc à un moment, il faut éduquer. Je suis d'accord, les gens. Il y a une solution. Les chats, le pouvoir aux chats. Voilà, absolument. c'est Le ça. pouvoir au chat, le pouvoir au chat, le pouvoir au chat. Miaou. Attends, Natacha Polony. On ne supporterait pas ça dans des quartiers un peu plus aisés. Si, rue de Et Rivoli, il c'est y a- pareil. Non, mais ça, c'est des quartiers, ce sont des quartiers touristiques. Touristiques. Mais les quartiers non touristiques et aisés, on ne supporte pas. Et en effet, il y a une dimension qui est celle de la pauvreté. Et dans mon quartier, il y a des enfants qui sont assis sur une place où il y a le pigeonnier contraceptif de la ville de Paris. Donc vous imaginez ce que ça donne comme déjection. La nuit, des rats partout. Et ce sont des enfants roms qui sont assis là. Et on supporte qu'ils soient assis Voilà. là-dedans. C'est Alors, honteux. un mot. Et la mairie de Paris dit qu'elle a une obligation de moyens et pas de résultats. Eh bien, je suis navrée. Quand c'est la vie des êtres humains, on se bouge un petit peu. Un mot, Goldnadel, un mot. Les Parisiens sont quand même beaucoup plus civiques qu'il y a 50 ans et les gens ont beaucoup plus l'habitude maintenant de ranger dans les poubelles qu'avant. Donc, bien sûr, C'est vrai, les gens sont Tu plus dois pas propres. descendre souvent les poubelles, Coco. Ça veut dire que la mairie de Paris est en dessous de tout. Voilà, bon, ça, on est d'accord. Attends, Mustapha. Non, pour une fois, je vais donner une vraie info, c'est qu'à New York, ils ont été beaucoup plus malins que nous. Ils lancent des chiens tous les mois qui bouffent les rats. Et récemment, ils ont testé un nouveau produit contraceptif où ils jettent des pilules pour pas que les rats puissent se reproduire. Eh ben voilà. C'est mon côté journaliste. Je ne suis pas qu'un humoriste. Moi je reste attaché à ta douce personne, ma tendre mamie. Et maintenant, mesdames, messieurs, il est l'heure de changer de disque. On termine en musique, on passe au blind test de l'actu. Alors, Mustapha, vous venez avec lui. Alors, le principe, vous le connaissez. Vous écoutez la chanson et si vous savez à quelle actu elle correspond, vous répondez. On commence. Musique. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Les métros couvrent plus tard. Non. Les éboueurs. Changement d'heure, hein.
Ah, bien joué. François-Olivier Bravo. Gisbert, au premier indice, le passage à l'heure d'hiver. Bravo France, bravo. Ça aurait pu être Anne Hidalgo en plat fictif. C'était Oui. quand même, Un point donc pour France-Olivier Gisbert, bravo. Attention, concentrez-vous. Musique. Alexandra. La visite de Le Caire, le Caire. Gilles William Goldnadel, la visite de Sissi à Paris. Je boirai tous les nuits si tu me... Un Alexandrie, point pour Alexandra. France, un point pour Gilles William Goldnadel. Musique. Natacha Polony, Halloween, bravo Natacha. Thierry, en hommage à Halloween, j'aimerais que tu nous montres tes chaussettes, s'il te plaît. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais il ne peut plus lever la jambe. Allons-y. Ouais. Alors là, C'est pas les chaussettes de tout le monde. bravo Natacha, concentrez-vous, musique. Le glyphosate, le glyphosate. Là, il faut avouer que... Je l'ai dit. Il a dit le glyphosate, mais... Non, ça, j'ai remarqué. Thierry, tu n'entends pas les voix. Ah Zizou 2006, finale. On avance. Pourquoi Ah, il y a une c'est boule de très compliqué. Enfin, c'est indécent cette Il va manière s'évanouir. de En vrai, j'ai manifester mal. sa joie. Attention, attention maintenant. Allons-y. C'est le dernier. Musique. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. La mort de Jean Rochefort. Par évasion fiscale. Si long qu'on en oublie le temps. Florent Pagny. Seul avec Bernard Tapie. Bernard Tapie. comme dans mes rêves. Bernard Tapie. Pas encore. Place Domino. Je m'en irai L'Antarctique. On a perdu quelqu'un, là La fonte des glaciers, je sais pas. C'est la mort de C'est quelqu'un. un homme, on a perdu un homme. Daniel Darieux? Non. C'est une femme ou un homme? C'est quelque chose qui va se passer bientôt. Deuxième indice. Le jour des morts, je La Toussaint. Gilles William Goldnadel. Le jour des morts. Non, mais vous lui donnez. Vous lui donnez. Alors, qui a gagné, Steph? Thierry Ardisson, mais... Gilles William Goldnadel pour la troisième semaine N'importe quoi. consécutive. Objection. Objection majeure. Très belle victoire. Je suis ton ami, moi. Il a gagné, t'es d'accord? Et de la belle manière et avec en plus un peu d'humilité Oui. qui ne gâche rien. Tu gagnes bien. Exactement. Tu sais gagner. Voilà, c'était les Terriens du dimanche. Votre talk du dimanche soir avec François-Olivier, Natacha, Raquel, Gilles William, Absatou, Monia, Mustapha. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Merci à Stéphane Simon. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h05. Et d'ici là, sur c8.fr pour revoir l'émission. Et n'oubliez pas, les Terriens n'ont peur de rien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.